de la soirée qui va porter sur la direction artistique avec l'idée de répondre à la question comment illustrer la vision d'un auteur de jeu de rôle et faire ce lien entre les deux. Euh, on va commencer par chaque invité va pouvoir se présenter. Donc, est-ce que tu peux commencer? Les joies d'avoir le prénom qui commence par un A et d'être la première systématiquement. Bonsoir tout le monde. Oui, alors je m'appelle Aude, comme vous pouvez le voir. Je suis directrice artistique actuellement pour le studio Agathe, directrice artistique déléguée. Et j'ai été illustratrice freelance pendant plusieurs années, depuis 2019 à peu près. Et j'ai le pied dans le monde du jeu vidéo et du jeu de rôle. Loïc, hein, vas-y. Loïc, donc pareil, illustrateur dans le jeu de rôle et autres jeux vidéo, jeux de société depuis une bonne dizaine d'années. J'ai travaillé dans plusieurs studios autour du monde ludique, que ce soit dans le jeu de rôle ou dans le jeu de société en tant qu'interne, que ce soit en tant qu'illustrateur ou directeur artistique, surtout dans le jeu de société. Et maintenant, je travaille chez Chaosium en tant qu'illustrateur et au développement artistique, qui est une autre forme de direction artistique, mais collégiale. Voilà. Thomas. Donc, Thomas Munier, je suis auteur de jeux de rôle. Mon univers de jeux de rôle le plus connu, ça s'appelle Milvaux. C'est un univers post-apocalyptique forestier. Et puis, j'ai quelques autres petites casquettes. J'organise aussi des GN. Ça pourrait, je fais également, on va dire, du contenu plus générique autour du jeu de rôle, des articles, des vidéos, un peu d'analyse sur le média jeu de rôle. Et puis j'ai également une petite casquette d'illustrateur puisque j'illustre mes jeux quand je travaille pas avec des autres personnes. J'illustre mes jeux avec des photomontages. Voilà. Ok. Alors moi, par contre, un peu en réfléchissant sur un jeu de rôle, je me disais, ben voilà, il y a un auteur qui est d'un côté, qui a une idée du jeu de rôle. En général, son idée, elle est dans sa tête. Il va la retransmettre par écrit. Et à un moment, il y a des illustrateurs qui arrivent, qui vont produire des illustrations de son imaginaire, de son texte. La fameuse couverture du jeu de rôle quand ça passe par une maison d'édition, ou alors des illustrations de son monde imaginaire qui peut n'avoir aucun rapport avec notre monde réel. Alors comment est-ce que ça s'appelle la direction artistique, cette jointure entre les deux, naïvement? Comment ça se passe, cette jointure? Et si c'est la direction artistique, qu'est-ce que c'est la direction artistique? Ça va totalement dépendre déjà des studios, de la structure, en fonction de la taille de l'entreprise. Forcément, plus la boîte est petite et jeune, moins la direction artistique est structurée. Après, même dans une très grosse boîte, le jeu de rôle le monde du JDR a la particularité de ne pas avoir de structure réelle par rapport aux jeux vidéo où il y a un directeur artistique, un directeur d'édition, il y a un game designer et il y a plein de gens qui sont autour. Il y a forcément plus d'argent, donc il y a forcément de l'argent pour chaque intervenant, ce qui est moins le cas dans le JDR. Moi, j'ai jamais eu pour les deux studios dans lesquels j'ai travaillé, j'ai jamais eu plus d'un seul interlocuteur en tant en termes de directeur artistique. Là aujourd'hui, moi chez Chaosium, je le vois sur chaque gamme, on a maintenant plus, mais au début on avait vraiment un DA part. DA, c'est l'unité de directeur artistique. On avait un DA par gamme. Bon là, c'est plus le cas maintenant pour d'autres raisons, mais le jeu de rôle a malheureusement, au contraire du jeu de société, pas super bien évolué de ce côté-là. Encore aujourd'hui, il y a des lacunes dans ce domaine. C'est-à-dire que parce que la plupart du temps, le patron est aussi le comptable, le directeur artistique, le responsable de communication. C'est souvent des toutes petites structures. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de grosses structures dans le jeu de rôle. Pas ou plus. Voilà.
Voilà. Ouais, j'aimerais du coup dire au niveau de la direction artistique, bon, on a parlé de directeur, directrice artistique, d'un poste à part entière. J'aimerais aussi un peu parler tout simplement de ce qu'est la direction artistique. Bien sûr, vous allez peut-être me contredire ou compléter, hein. Mais moi, j'en ai une vision qui, évidemment, va enrober l'illustration, mais qui dépasse aussi le cadre de l'illustration. Alors, sans vouloir faire de hors-sujet, c'était important pour moi quand même de le préciser. Et du coup, je suis allé chercher en fait la définition Wikipédia de de directeur artistique. Alors, hop, je vais vous la retrouver vite fait. Et donc sur Wikipédia, le directeur artistique, c'est la personne garante de l'identité artistique, c'est-à-dire à la fois le ton, le style, le genre et l'ambiance, donc d'une structure culturelle et artistique. Donc la structure, en l'occurrence, là, ça va être un jeu de rôle, par exemple. Et en fait, j'aurais tendance à dire que la direction artistique, c'est ce qui n'est ni les règles, ni l'univers, mais plutôt qui va être du registre de la tonalité, de l'ambiance et donc de l'aspect artistique qui va couvrir l'illustration, mais également tout l'aspect un peu littéraire, un peu théâtre, qu'on va retrouver à la fois dans le livre, mais aussi qu'on veut retrouver dans les performances des joueuses, quoi. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut vouloir influencer, en fait, au-delà de l'aspect mécanique, au-delà de l'aspect univers. On peut vouloir influencer, en fait, va être le registre, la tonalité, l'ambiance et puis les thématiques, en fait, que vont mobiliser, les joueuses lors de leur partie, quoi. Voilà, et donc bon, évidemment, l'illustration a un rôle très important là-dedans, mais ça va aussi recouvrir, voilà, des aspects aussi également plus littéraires et plus théâtre, quoi. Je serais Et curieuse de savoir ce que tu veux dire par l'aspect théâtral, là, en fait, exactement. Eh bien, par exemple, pour te donner un exemple, donc j'ai un jeu, qui s'appelle, Les Centes, qui est à la fois jeu de rôle et GN, et on va donner des directives qui sont un peu, de l'ordre de la reproduction de scène. Par exemple, tu vas jouer un médecin et tu as pour, directive, en fait, de jouer une scène où, par exemple, tu essayes de soigner, un cas désespéré. Ou alors que tu, prends pitié, comment que tu rentres en empathie profonde avec, l'un de tes patients, quoi. On n'est pas du tout quelque part ni dans les mécaniques, ni dans l'univers, mais plutôt dans la proposition, voilà, de reproduire une scène, une ambiance, et donc c'est à la fois du côté, livre, mais c'est surtout, au final, c'est quelque chose qu'on veut retrouver dans la partie, dans ce que vont dire les personnes, à la table, quoi. Alors, je vais me permettre de compléter un peu ta définition. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, directeur artistique ou directrice ou équipe de direction artistique. Donc, ce que tu as dit, la définition de base, elle est très bonne. Après, en fonction du consommable, donc le support, le média sur lequel tu travailles, c'est pas la même structure. Et il y a le directeur artistique qui va pas faire que gérer des illustrateurs ou des graphistes, mais il faut aussi faire des réunions avec les responsables de communication, avec les responsables éditoriaux, se farcir aussi, alors ça sent le vécu, mais un peu amer, mais se farcir les distributeurs, parce qu'en fait, tu décides, c'est bien mignon, toi, tu as des idées, etc., mais derrière, il y a un consommable, il y a un objet à vendre. Et le directeur artistique va aussi travailler, alors c'est un peu moins le cas dans le JDR, ça dépend du domaine. Dans le jeu de plateau, c'est très appuyé. La direction artistique vient se corréler avec le game design. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé sur des jeux où quand tu as 30 pictogrammes qui doivent être associés à des couleurs, alors pas autant que ça, mais généralement c'est maximum 12 couleurs. Quand tu as 12 couleurs associées à des pictogrammes, où ça vient s'emmancher dans des bouts de carton, dans des trucs, il suffit que tu as un jeu de gestion à l'allemande, c'est un enfer. Et il faut quand même en termes de directeur artistique, faut que surtout qu'après on t'a dit, il y a cet univers à greffer dessus. Donc il faut que tu greffes l'univers et il faut que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'on appelle l'intra et l'extra-diégétique qui fonctionne correctement. Donc intra, c'est ce qui se passe dans l'univers,
extra-diégétique, c'est ce qui se passe en dehors de l'univers, donc c'est ce que les joueurs vont manipuler. Par exemple, dans un JDR, extra-diégétique, c'est ta canette de coca, c'est ta feuille de règle, c'est dès que tu jettes. L'intra, c'est tout ce que les joueurs vont incarner, ce que tu disais, l'empathie, etc. Et tu vois, un exemple intéressant, un jeu de rôle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tel Kandan, 10 bougies. Le concept de jeu de rôle fait que les bougies, tout le monde joue dans le noir et les bougies s'éteignent au fur et à mesure de la partie. À chaque fois qu'une bougie s'éteint, on répète tous la même phrase en boucle, un peu comme une secte. Et à la fin, quand toutes les bougies sont éteintes, c'est la fin de la partie, les joueurs ont perdu. Tous les joueurs savent qu'ils perdent, de toute manière, c'est le but de ce jeu-là. Mais c'est la question, c'est à quelle vitesse. Et là, techniquement, il y a une direction artistique. C'est-à-dire que le jeu parle d'obscurité et d'horreur dans l'obscurité. Et en plus de ça, le matériel est... Alors après, c'est des bougies, je chauffe plein, on se calme. Mais le matériel influe sur la direction artistique et l'expérience de jeu. Voilà. Aude, si tu veux compléter, donner des Non, mais totalement. C'est vrai que dans l'interprétation de personnages, je n'irai pas forcément à parler de direction artistique. Vraiment, ça va être plus ça viendra plus des joueuses à ce stade-là que de la direction artistique. Là, tout ce que tu as cité, effectivement, ce sont des éléments sur lesquels la direction artistique d'un jeu de rôle va influencer, effectivement, que ce soit dans les supports que dans le jeu. Le jeu de rôle, au contraire du jeu de société. Alors, après, il y a des jeux de rôle qui ont beaucoup de matériel. Mais oui. Par exemple, que ce soit Macadabre, par exemple, si je dis pas de bêtises, tu as des jetons que tu ne dois jamais poser, tu te retrouves à les mettre dans ta poche, etc. Mais tu vois, il y a des jeux où on te demande de manipuler du matériel. C'est pour ça qu'il y a plein de Kickstarter et je plaide coupable, qui bourrent les boîtes de matériel, de trucs à manipuler, parce que justement, ça crée de la richesse et de l'ambiance. D'ailleurs, on voit les MJ les plus impliqués qui impriment tout, demandent à leurs joueurs de venir costumer. On le voit avec les actuels plays. Il y a des mecs qui se font chier avec des ambiances. On va prendre l'exemple de Globtopus où tout le monde est costumé, il y a un décor qui est travaillé, où les ricains avec leurs tables en bois, leurs écrans, là, tout le monde est avec des tenues d'époque, etc. Mais ça aussi, c'est de la direction artistique techniquement. Mais par contre, pas oublier que le jeu de rôle, au contraire du jeu vidéo, du jeu de société et du jeu de figurines, c'est pas clé en main, c'est-à-dire que enfin, c'est pas clé en main, pas dans le sens jeu, mais dans le sens, une fois que tu as récupéré ton livre de jeu de rôle, tu en fais ce que tu veux et tu joues autour de ta table comme tu le souhaites. C'est un débat que tu as souvent dans des réunions où les gars te disent oui, mais moi mon JDR, oui, mais t'es pas livré avec ton jeu. Donc les gens vont prendre le livre et ils feront ce qu'ils veulent avec. Le jeu de plateau, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que tu récupères le jeu, à part les legacy, en général, quand je sais pas, tu fais je sais pas, une partie de Seven Wonders, bon, bah, tu suis ce que tu suis ce que Boza a décidé que ce serait, quoi. Donc voilà. Mais les jeux vidéo, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que même si il y a des jeux très ouverts où il y a des choix où tu peux customiser ton personnage, mine de rien, l'univers il a été conçu et on te lâche dedans et il a quand même ses limites, même si elles peuvent être infinies, quoi. Hein. Oui, c'est vrai que tu es plus limité par le code, alors qu'en jeu de rôle, tu vas avoir plus de personnalisation possible de la part de tes joueuses à la table directement, avec les règles que tu lui donnes, évidemment. Et pas que, parce que le nombre de joueurs et joueuses qui partent un petit peu dans les décisions, dans les directions qu'ils veulent. Tu as plein de gens qui jouent pas avec les systèmes de jeu officiels. Moi, j'ai un MJ qui pendant très longtemps a utilisé d'autres systèmes quand il aimait pas le truc. Moi, je me souviens d'avoir joué dans l'univers de Cadwallon avec le système de Warhammer, je crois, parce que le système de Cadwallon était imbitable et qu'on avait envie de jouer dans cet univers. Et c'est comme ça. Moi, je connais plein de gens. Et d'ailleurs, on a bien vu quand Cthulhu est tombé dans le domaine public, tout le monde s'est détaché de Call of Cthulhu, du système de chaos, et est parti directement avec c'est comme ça qu'on a eu Cthulhu Dark, dernièrement on a eu Cthulhu Confidential, il y a Trail of Cthulhu. Donc en fait voilà, le rôliste est beaucoup plus libre et donc une direction. Là aujourd'hui, pour moi la direction artistique dans le jeu de rôle, elle sert essentiellement à rendre l'objet joli et moins fonctionnel ça peut amener, mais il faudrait.
En fait, la direction artistique se mêle très bien à la mécanique de jeu quand la mécanique de jeu est présente, quand le matériel est présent sur la table. Si c'est juste un jeu narratif, bon, je vais être un peu dur, mais en fait, même pas un écran, juste des bières, des chips, et ça fera très bien l'affaire, quoi. Alors, moi, je me posais la question de est-ce qu'il y avait un système, l'illustrateur, il doit rendre un produit fini, un dessin qui va être imprimé définitivement sur le papier. Comment ça se passe, le principe d'aller-retour entre un auteur qui a une idée et qui va sélectionner un illustrateur, soit parce qu'il aime bien son style, soit parce que c'est l'illustrateur officiel de la maison d'édition, soit parce que c'est celui-là qui est dispo à ce moment-là. Et comment ça se passe, cette d'aller-retour entre l'auteur qui a l'image dans sa tête ou sur un croquis au crayon, des petits bâtons, et puis un illustrateur qui, voilà, comment ça se passe? Déjà, si on a un croquis avec des petits bâtons, on est content. Mais comment ça se passe, le choix de l'illustrateur, ou comment ça se passe après la relation avec l'illustrateur? Tout, je dirais. Comment se passe tout? Oula, ok. Vas-y, Aude, tu peux nous parler du choix, puis des allers-retours après entre l'auteur et l'illustrateur choisi? C'est-à-dire qu'effectivement, le choix de l'illustrateur, ça dépend énormément, de tellement de choses, ça dépend déjà du type de besoin, parce qu'on ne va pas chercher exactement le type d'illustrateur si on cherche une couverture, un écran, ou si on cherche juste des illustrations un peu plus simples, juste faites pour aérer un peu le texte, ou si on cherche un graphiste pour justement faire des frises, habiller un petit peu le livre, pour mettre en forme, par exemple, des entrées de texte dans un grimoire ou ce genre de choses. Bref, il y a beaucoup de choses à prendre en compte d'un point de vue déjà technique. Et puis, effectivement, il y a la question de est-ce que c'est une licence? Et si c'est une licence, est-ce que l'on veut retravailler avec l'artiste officiel des livres précédents, etc. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Et surtout, ça commence effectivement avec une discussion avec la vision de l'auteur, définir les bases de l'univers qui l'intéresse, pour ensuite chercher des artistes qui pourraient fonctionner dans cet univers, parce qu'évidemment, un artiste peut s'adapter et s'adapter au style qu'on lui impose, mais on aime aussi, d'un point de vue direction artistique, faire appel à des gens qui s'éclatent à faire ce qu'ils font, et en l'occurrence, on va aussi chercher des artistes avec un style propre. Tout dépend tellement du projet en question et de l'auteur, justement de sa vision. Le plus dur, c'est avant même de contacter les artistes, c'est de définir clairement les bases de la charte graphique et un petit peu de ce qu'attend l'auteur avant même d'aller chercher l'artiste. Enfin, et encore, ça dépend de la structure. Hein. Oui, aussi, oui. Tu as des boîtes qui achètent, je sais pas, qui achètent, on va pas donner d'exemple pour pas se fâcher, mais qui achètent genre une grosse licence de jeux vidéo ou de cinéma, et qui se disent bon, tel studio a mis de l'argent sur la table, donc ils vont chercher une personne qui va faire le taf, et ils disent ok, ils vont chercher un directeur artistique qui va déballer, et il va aller chercher tel illustrateur plus ou moins cher, illustrateur connu pour la couverture, et en fait ça devient une machine à fric. Et l'objectif, c'est de sortir le livre dans les temps, et il n'y a pas vraiment d'aller-retour, parce que c'est vendez-moi cette licence en jeu de rôle. C'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des attention, hein, je suis pas en train de dire. Je sais pas, par exemple, comment s'est passé le développement d'Alien chez Free League, ou je ne sais pas comment s'est passé le développement de The Witcher, je sais plus chez qui c'est, mais voilà. Mais il est possible. Moi, je me souviens à l'époque où je bossais chez Son Network, quand on récupérait la licence Cthulhu, c'était bon, bah, on traduit, on fait des illustrations françaises parce qu'on n'aimait pas les illustrations US. J'avais genre tant de temps pour le faire. J'avais un tableau Excel avec toutes mes illustrations à faire. Je devais noter combien de temps ça me prenait et je devais les faire dans les temps. Et si je dépassais, j'expliquais pourquoi. Si je faisais moins, j'expliquais pourquoi. À la fin, je rentrais, j'avais ma paye et puis et on n'en parlait plus. Il n'y avait pas d'aller-retour. C'était extrêmement froid, extrêmement clinique. J'avais mes descriptifs. Moi, je crois que sur 10 ans de carrière, j'ai jamais lu un JDR. J'ai lu les JDR après les avoir illustrés, mais il y a des jeux que j'ai jamais lus en fait, parce que là dans ma bibliothèque, dans les modèles auteurs, il y a des trucs que j'ai jamais ouverts, que je connais pas le contenu. J'ai juste reçu les descriptifs et vas-y déroule. Après, c'est pas
si étonnant que ça, puisque souvent les illustrations se font en même temps que le bouquin est en train d'être écrit des fois. Donc, C'est ça. Et puis tu peux pas demander. Tu sais, c'est comme tu peux rencontrer des cover artistes dans le monde du roman, de la nouvelle et autres, qui n'ont jamais lu les bouquins. On leur a juste fait un brief de ce que l'auteur voulait. Et puis ils le font. Les gars, ils n'ont pas toujours le temps. Voilà, c'est ça, c'est leur but, et c'est le boulot du directeur artistique de dire bon voilà, le descriptif c'est ça, et on se débrouille. Je me souviens sur les Lames du Cardinal, d'ailleurs, je n'ai toujours pas lu les bouquins de Pierre Pével. On m'a fait faire les illustrations, j'avais reçu les descriptifs par question à l'époque. Je me souviens, il m'avait fait passer un test, il m'appelle un jour, il me dit bah c'est bon, t'es pris pour le jeu. Et je lui dis bah on commence quand? Il fait bah on commence demain, tu reçois ton contrat et c'est parti. Vas-y pour te bouffer 3 livres de Pierre comme ça. Donc il m'a donné tous les descriptifs et j'ai bossé dessus, quoi. Donc voilà, encore une fois, ça dépend de la structure. Il y a des jeux de rôle, par contre, quand ce sont des créations inédites et qu'il y a déjà une équipe. Alors c'est le cas chez Agathe, si je dis pas de bêtises, vous avez des illustrateurs avec qui vous travaillez régulièrement. Nous, chez KO, c'est pareil, là, on commence à avoir des créations inédites dans la boîte. Donc, vu qu'il y a un pool d'illustrateurs et de graphistes, on peut partir à zéro et dire, OK, on a l'auteur, on peut discuter avec lui, on peut faire des réunions. Moi, c'est pareil, là, je suis en train de travailler sur mon propre JDR, enfin, un des univers adaptés en jeu de rôle chez Dead Cross. Là, il y a un ping-pong. Là, il y a vraiment, on se pose, on discute, on regarde les carnets de croquis, on fait des recherches. Là, il y a un vrai échange parce que c'est une création inédite et que il y a des gens qui sont disponibles pour ça. Mais quand c'est une licence, il y a pas, généralement c'est clinique, il n'y a pas d'échange. Oui, Thomas. Ouais, du coup, je voulais donner un petit peu mon point de vue qui est plus côté auto-édition, micro-édition. Donc, souvent, ça se passe assez différemment. Déjà, par exemple, c'est déjà arrivé que ce soit plutôt les illustrateuristes qui me contactent, en fait, en mentionnant l'envie de travailler avec moi, voire même des fois arrivant déjà avec des illustrations toutes faites, quoi. Comme j'ai tendance à un peu montrer mes work in progress et tout, donc les personnes et du coup, on est plutôt souvent sur des illustrateuristes qui auront lu le matériel, en fait, et qui, du coup, se sont inspirés du matériel pour fournir des illustrations. J'ai d'ailleurs tendance à laisser voilà, les personnes assez libres, sachant que généralement, là où je vais intervenir au niveau des directions, c'est soit quand vraiment on a des messages très importants à passer à travers les illustrations. Par exemple, il y a un de mes jeux qui s'appelle Arbre, où on joue des vagabonds, des sans-abri. Et là, on voulait vraiment que les illustrations, on s'est concentré sur les illustrations de personnages. Et bon, après, les illustrations de personnages, je pense que c'est vraiment le truc classique, où là, on a vraiment besoin de passer de l'information aux joueuses à travers les personnages. Qu'est-ce qu'ils ont comme équipement sur eux? Est-ce qu'ils ont l'air en forme? Est-ce qu'ils ont l'air fatigués? Est-ce qu'ils ont l'air c'est quoi un peu la palette émotionnelle qu'on peut lire sur les personnages? Donc là, souvent, je dirais sur l'aspect personnage, on peut être un peu plus directif parce que il y a vraiment un enjeu, c'est de transmettre quelque chose aux joueuses. Et puis également, quand je vais bétonner aussi ce qui est l'aspect un petit peu diversité, quoi, parce que j'aime bien qu'il y ait un aspect fresque et du coup on ait des personnages jeunes, des enfants, des personnages adultes, des vieux, qui a un peu tous les genres aussi. Une diversité au niveau des ethnies, qu'il y ait des personnes valides, qu'il y ait des personnes handicapées. Bon, évidemment, ça dépend du nombre d'illustrations qu'on peut avoir, mais si on a un certain nombre d'illustrations de personnages, voilà, qu'on montre vraiment tout un panel et qu'on voit aussi comment l'univers va se déployer sur cette variété de figures. Au passage, il y a un jeu qui est intéressant à ce point de vue-là, c'est par exemple Horrifique, où vous avez des petites cartes pour les portraits de personnages ou de PNJ. Et ce qui est rigolo, je l'ai vu nulle part ailleurs, mais c'est que en fait, chaque carte est recto verso, et donc par exemple on a genre un espèce de vétéran de guerre, et donc le recto c'est la version homme et verso c'est la version femme, quoi. Et donc ça c'est assez drôle. Ou alors il y a un jeu qui s'appelle Story Engine où en fait on a des portraits
Et chaque portrait a 4 intitulés. Donc, par exemple, on va avoir une personne avec genre une espèce de body paint un peu doré, et ça peut être une déesse. Alors en plus, comme c'est en anglais, c'est intéressant parce que du coup, vous avez pas forcément le genre qui est précisé. Donc, quand on a des photos, si vous avez des photos cadrées vraiment beaucoup sur les visages, des fois, on sait pas trop le genre. Donc, du coup, on peut décider que c'est un homme ou une femme. Et donc, ça va être mis, c'est peut-être un dieu, c'est peut-être un prophète, c'est peut-être un fou. Enfin, à chaque fois, il y a 4 interprétations, donc il y a une sorte d'aller-retour entre le texte et le. Et après, je pense que c'est aussi à doser avec l'illustratrice quand on peut. C'est-à-dire que bon, des fois, on fait appel aux personnes parce qu'elles ont déjà un univers qui nous parle. Par exemple, sur Marche-Branche, qui devrait sortir dans quelques temps aux éditions Dystopia, on a fait appel à Evelyne Moreau parce qu'on aimait énormément son univers graphique. On trouvait qu'il correspondait déjà beaucoup à l'esprit de ce qu'on voulait transmettre. Et en plus de ça, Evelyne Moreau, elle est également game designeuse. Et donc, on savait que dans sa façon d'illustrer, elle allait mettre le côté ludique en avant, quoi. Elle sait en fait dessiner des situations de jeu, quoi. Voilà, ce qui est un talent qui est intéressant, quoi. Et donc on l'a laissée assez libre. Elle a parcouru le livre. Elle s'est beaucoup inspirée du livre. Et de ce qu'elle interprétait, à la fois dans l'ambiance puis dans le game design. Et puis, mais il y a des fois quand même où Evelyne avait besoin de plus de précision sur certains aspects. Donc voilà, quand il y avait besoin de plus de cadrage, ben là, elle a redonné des idées et tout. Et c'était pas trop directif. Voilà, il y avait un ping-pong effectivement, quoi. Ok. Pour le recto verso, ça vient du jeu de plateau. Tu en vois beaucoup dans les jeux de plateau de ça. Dis que tu as des personnages. J'avais travaillé sur un jeu, enfin, j'avais travaillé sur un jeu qui a été skinné avec la licence Astérix et Obélix, où tu avais chaque joueur avait son plateau de ressources, et sur le plateau de ressources, tu avais d'un côté un personnage masculin et de l'autre côté un personnage féminin. Et après, pour tout ce qui est genre, etc., tu as plein de jeux qui, justement, font fi de complètement cacher cacher le moindre bout de peau. Un très bon exemple, c'est les couvertures de From Software. C'est toujours un personnage de dos. Et en fait, c'est un personnage de dos. Il est dans une armure ou, par exemple, pour Bloodborne, tu as juste le chasseur qui est de dos. On s'en fiche de savoir ce que c'est, si c'est une femme ou un homme. De toute façon, ce que Il tu est joues, de dos, c'est un mais chasseur. non sexualisé quand même, hein, parce que de dos, des Il fois, est de tu dos, peux non, très bien oui, c'est ça. facilement reconnaître. Hein, C'est t'inquiète. ça. En tout cas, même dans le jeu, quand tu joues, hein, tu vois bien que même si tu choisis homme ou femme au début du jeu, les patterns de mouvement sont les mêmes. Hein. C'est-à-dire, la manière de se déplacer est la même pour tout le monde. Tout le monde est en train de se balader avec sa grosse arme sur le dos et rame du cul, quoi. Ah ben, Et à part les illustrations, est-ce qu'il y a aussi la charte graphique, le choix du papier, un écran de jeu qui aura un format original? bien Le sûr. choix du papier, en plus, ça, c'est bien souvent de le savoir tôt. Oui. Et de sélectionner ton illustrateur en fonction de ça. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir la blague de tu fais tes illus et puis finalement, c'est un papier qui boit. Et donc, du coup, tes illustrations, t'es dans un truc Toulouse, donc c'est horrifique, c'est noir. Et puis, quand tu reçois le papier, tu vois que le bouquin, on voit rien sur tes illus. Oui, c'est bon à savoir, Oui. quoi. Enfin, Ça fait. De mon côté, ça fait partie des infos qu'on donne justement aux artistes en début de commande. Ils ont généralement, enfin, on les briefe rapidement sur. Si on a un template, on fournit un template. Sinon, on les briefe rapidement sur le taux d'ancrage maximum pour ce genre d'illustration, ce genre de choses. Enfin, oui. Le support est évidemment un choix important en direction artistique, effectivement. Mais alors, ce support, c'est juste une contrainte technique ou c'est aussi un choix qui va être en fonction des envies de l'auteur ou des envies de la maison d'édition? C'est rare. C'est rare que l'auteur dise je veux ce papier. Ça existe, hein, ça arrive. Hein. C'est rare que l'auteur dise vu que ma DA elle sera comme ça, il faut qu'on ait tel matos. Moi, je vois, j'en ai discuté pour mon projet inachevé beaucoup avec Dead Crows en disant
pour inachevé, j'aimerais bien qu'on ait tel type de papier, tel type de truc. Bon, il y a un moment où le gars il te dit ouais, ok, d'accord, temps mort, mais même si Stéphane, patron de Cross, il est très coulant, il laisse passer beaucoup de choses. Il a dit à un moment stop, il y a aussi des trucs où je peux pas. Le format du livre aussi va changer pas mal de choses. C'est pareil, hein, je reviens au jeu de plateau, hein, mais en jeu de plateau, il y a un truc que tu entends souvent, c'est format Kallax. Format Kallax, c'est les trucs de chez Ikea. Faut savoir qu'il y a beaucoup de jeux de plateau qui sont format Kallax. Et du coup, quand tu fais pas un jeu format Kallax, le distributeur, il te regarde, il te fait déjà les gros yeux, il dit d'accord. Ouais. Tu dis ouais, mais ma boîte, elle va peser tant. Elle fait ah d'accord, donc ton jeu, il va peser tant. Et clairement, alors là, on la voit pas, elle est au-dessus, mais genre la boîte de la V7 de l'appel de Cthulhu, la boîte blanche, c'était une grosse erreur. Elle rentre dans rien. Là, si elle rentre dans mon armoire, c'est parce que j'arrive à la mettre nulle part. Donc oui, non, il y a le format du papier, enfin il y a le papier, il y a le format du livre qui va être, tu vois, un autre exemple, le format italien, donc c'est-à-dire horizontal. C'est magnifique, hein, le format italien. C'est même même le format carré, c'est même très bien pour jouer. Mais des gens, ça les saoule. T'as le consommateur d'ailleurs qui va te dire ouais, mais moi je sais pas où je le range mon truc. C'est marrant que tu dises format Kallax parce qu'effectivement, j'ai des artbooks qui rentrent pas dans, dans ma bibliothèque. J'ai un artbook d'Omura qui rentre pas. J'ai quelques artbooks comme ça que je suis obligé de poser de travers. en haut de l'étagère ou sur le côté ou que tu mets entre deux meubles. Tu les as achetés pour ça, tu sais qu'ils sont beaux pour ça, mais ils rentrent dans rien. Bon, après, c'est Ikea qui fait chier avec ses Kallax. Hein. Les autres ont qu'à faire des armoires solides. Hein. C'est tout. C'est vrai. Alors, Thomas, tu vas peut-être rebondir sur le format, mais moi, par rapport à la maison d'édition, l'association de bande dessinée, il y avait la volonté de faire des formats différents et de pas s'emprisonner dans les formats de BD 36 pages à cause du papier qui est plié, de sortir des formats. Peut-être que dans la production indépendante de jeux de rôle, il y a peut-être aussi cette idée de s'affranchir des formats classiques. Puis les volumes aussi. Mm. Les volumes de tirage qui vont peut-être changer aussi quelque chose. Je pense que dans l'indé, ils peuvent se permettre des volumes de tirage avec des formats particuliers parce que les gros distributeurs doivent suivre un truc parce qu'ils sont vendus aussi chez Cultura. En fait, je crois qu'il y a un exemple qui est très représentatif de ça, du coup, de ce que la micro-édition notamment va faire avec du coup une direction artistique, des partis pris en fait en termes de direction artistique très forts et qui sont permis par des micro-tirages. C'est un vieux jeu de rôle qui s'appelle Labyrinthus. Où là, il y a un travail sur le format qui est très méticuleux. On est sur une boîte noire, format comme ça, format rectangulaire très, très large. Ça rentre nulle part, hein. Ça tient dans aucune étagère. C'est vraiment fait pour être unique et enfin, tu peux le ranger. Voilà, t'es obligé de l'exposer parce que de toute façon, il va pas aller dans ta bibliothèque. Tu peux même pas ranger que tes jeux de plateau. C'est fait pour être à part et il y a tout un travail sur le matériel. Donc les livres de jeu tiennent dans ce format boîte, donc une espèce de rectangle très long, quoi, avec un papier pareil broché, enfin un papier vraiment quali et tout, des encres très noires et on a une utilisation justement du format artistique qui est très important et notamment le jeu est livré avec un scénario unique et en fait chaque scène importante du scénario est représentée par ce qu'ils appellent un photogramme. Donc en fait c'est une espèce de carte postale. C'est le papier, c'est du papier photo, quoi. Donc c'est un tirage photographique avec des notes pour MJ au dos. Alors, c'est des notes dessinées, griffonnées, quoi, pour faire un peu en mode tu as récupéré les notes secrètes de MJ. Et donc, ce qui est très intéressant, que par exemple, vous avez une scène, vous allez arriver dans un temple, et donc vous avez une photo du temple en noir et blanc, quoi. Et en fait, on laisse aux joueuses quelques temps pour analyser la photo et dire qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que ça vous inspire, quels détails retire votre attention et tout. Et donc, il y a déjà tout un travail d'interprétation par les joueuses avant que MJ reprenne un peu la main et dise voilà en fait ce qui se passe, voilà la situation exactement, voilà l'événement perturbant. Une fois que vous avez vu le temple un peu calme, parce que apparemment il n'y a pas de personnage sur la scène du temple, voilà ce qui se passe, voilà ce qui arrive à ce moment-là, il y a des gens qui arrivent, voilà ce qui se produit. Et on a aussi des cartes à jouer, pareil avec un format unique, c'est une espèce de
cartes postales brochées qui vont représenter donc le bestiaire avec des monstres, avec pareil aussi un parti pris qu'on va pas voir souvent en jeu de rôle, un dessin un petit peu pas tout à fait. Souvent en jeu de rôle, quand les illustrations sont très figuratives, c'est pas une critique, c'est juste un état de fait. Là, on est surtout plutôt quelque chose de un peu abstrait. Enfin, les créatures sont dessinées de façon un peu, c'est de la peinture et c'est de façon un peu floue pour donner un aspect mystérieux aux créatures. On ne sait pas exactement à quoi ça ressemble. Ça rappelle un petit peu ce qui avait été tenté sur, je sais plus, c'était la 6e édition, je crois, de l'appel de Cthulhu, où justement, on avait essayé de ne pas représenter les monstres de façon figurative pour laisser travail un d'Olivier, espace. travail d'Olivier Troclet, où justement c'était des taches d'encre, la manière de faire les créatures. C'est ça. Il y a une dimension dans le jeu de rôle qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle l'interprétation, c'est-à-dire ne pas forcément totalement prémâcher le contenu fictionnel, mais laisser un espace d'imagination pour MJ, pour les joueuses, quoi. Laisser un espace d'appropriation et donc, par exemple, voilà, ce bestiaire avec ces monstres, mais qui sont dessinés de façon floue, ça, c'est vraiment très bien pour faire aussi laisser une part d'imaginaire, voilà, à la table, de façon à ce qu'on puisse se dire notre expérience, elle est unique parce qu'on y a mis aussi de nous dans nos imaginaires, mais sans pour autant. Et alors, autre aspect, après je vais un peu laisser la parole. En termes de format qu'on essaye dans l'indépendance, après c'est l'état print and play, mais bon, ceci dit, s'il y a des éditeurs que ça intéresse, je suis tout à fait, vous pouvez m'envoyer des messages privés, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai travaillé notamment sur un jeu de cartes qui s'appelle Nervure. Alors, si vous me laissez 2 secondes, je peux aller le chercher ou j'irai chercher plus tard. Je vais vous montrer juste des captures d'écran là, vite fait. En fait, grosso modo, c'est un jeu de cartes et au recto, vous avez des portraits de personnages. Donc on va étaler en fait sur la table tous les personnages. Donc comme ça, tu peux. Et en fait, on parlait. Loïc, à un moment, tu avais dit sur un jeu narratif, on n'est pas obligé d'avoir des illustrations. Et par exemple, Nervure, c'est un jeu où il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de feuille de personnage, tu n'as pas de dés, de chiffres. Donc pour le coup, c'est très narratif. Mais justement, on va redonner une place centrale aux illustrations, puisque du coup, on a cette galerie de personnages, ce trombinoscope. Et en fait, ta création de personnage, c'est tu prends un personnage, c'est ton personnage. Donc, au niveau des photomontages, j'ai essayé en fait de mettre une galerie de gueules qui raconte déjà une histoire, parce que ça va être l'essentiel de ton personnage, ça va être ce portrait, cette gueule que tu vas devoir justement interpréter. Et donc, on va laisser des mystères, mais aussi laisser des détails. Alors, si je fais présenter, hop, partager l'écran, pof. Il va falloir que Lionel autorise ton partage d'écran. Donc, tu vas pouvoir le faire. Il sera d'accord. Ouais, très bien. J'attends, il n'y a pas de souci. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, là, moi, il y a un JDR que j'aime beaucoup, je suis très heureux. Mon MJ me l'a trouvé pour mon anniversaire, c'est Tribate. Et au niveau des illustrations, c'était ça aussi. On avait des trucs complètement farfelus, c'est-à-dire que, oula, dans l'autre sens. Et vraiment, c'est en limite, tu as des pleines pages, c'est de l'art abstrait, quoi. D'ailleurs, tu le vois au niveau de la couverture, ça veut absolument rien dire. Et tout à l'heure, je parlais du fait que le directeur artistique, il fait aussi des réunions avec les distributeurs et les responsables éditoriaux. Faire un jeu illustré de manière complètement abstraite. Et tu prenais l'exemple de l'appel de Cthulhu, c'est une très bonne chose. Moi, je trouve ça hyper bien. On m'a souvent posé la question, mais comment ça se fait que vous arrivez à illustrer l'indicible? Et moi, je leur ai répondu parce que si on ne te montre pas Cthulhu, on le vend mal. Il y a un exemple, il y a un cas d'école comme ça. Ça s'appelait Deep Space, si je ne dis pas de bêtises. C'était un jeu de plateau qui était cthulhien et les premières illustrations qui avaient été dévoilées c'était du Lovecraft, mais abstrait visuellement. Sauf que le public, ils les ont dit, mais on se bat contre quoi? On ne comprend pas ce qu'on regarde. C'est l'intérêt. Il ne faut pas oublier un truc. Ouais, mais il ne faut pas oublier un truc, c'est que là, nous, on est en train de parler entre Français. Et notre vision, elle est très française. Quand tu vas à la Gen Con et que tu vois comment le JDR est consommé par les Américains, tu te rends compte que les Américains, ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Je ne dis pas que c'est mal, hein, mais les anglo-saxons, ils aiment bien répondre aux questions. Moi, je le vois, les réunions que j'ai, quand tu donnes un truc un peu alambiqué, un peu mystérieux, etc., ils disent « Ouais, mais
Mais c'est quoi exactement? D'ailleurs, on le voit, hein, tous les films où tu as un truc secret, bizarrement, 30 ou même 2-3 ans après la sortie du film, il faut qu'on fasse l'origin story. Il faut qu'on explique d'où vient le blouson. Ils aiment bien savoir. Et le côté figuratif, c'est très ricain. Alors en France, on pourrait vraiment, et on le fait, il y a des JDR qui sortent, qui sont totalement abstraits, qui sont des délires artistiques, qui ont leurs propres pattes. Et ça marche effectivement, comme tu dis, dans un cadre indé et dans un cadre où le public est là, enfin, en tout cas, est attentif à ce genre de choses. Par contre, quand tu fais du Donjons et Dragons et du Cthulhu, c'est compliqué de dire aux gens, tu vas jouer un truc un peu. Parce qu'il faut, pareil, un truc, il y a l'expérience du consommateur, du joueur, joueuse. Dans le jeu de plateau, par exemple, on t'explique qu'il y a un pourcentage de gens qui ont un handicap visuel, donc, anachrone, daltonien, dyschromate, etc. Donc, il faut que tu prennes en compte que tes couleurs doivent fonctionner dans ton jeu. Et c'est pareil dans le jeu de société, dans le jeu de rôle, ça t'arrive de rencontrer des joueurs qui disent « Ah, mais moi, j'ai pas d'imagination. Je suis capable de voir une scène, mais par contre, je suis incapable d'imaginer un dragon devant moi. Je ne suis pas capable. Donc, il me faut un dessin. Il faut savoir que ça existe. Hein. Il y a... même des artistes. Je sais plus, il y a un terme technique. Tu as dit comment? Je disais juste, même des artistes ont ça, c'est-à-dire que des fois tu dis un mot et la personne est incapable de se visualiser dans sa tête. Qu'est-ce que c'est? Ça, par contre, ça me tue. Et il y a des artistes qui savent pas se visualiser une pomme dans leur tête, mais qui savent très bien te l'illustrer. D'accord. Bref, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est une particularité neurologique que certaines personnes ont, qui ne se projettent pas d'image dans leur tête, quoi. Du coup, j'ai fait donc a priori, on voit un peu les personnages du jeu de cartes. Et l'idée, en fait, c'est que d'un côté, on est assez précis, quoi, dans les personnages. Alors, désolé, ils sont pas très beaux, hein, c'est un jeu post-apo. Ils sont pas très glamour. Donc là, j'ai mis, c'est la version numérique, donc on a des tirages. Et en fait, on n'a que ce support-là, en fait, pour imaginer le personnage. Donc c'est à la fois très précis puisqu'on est sûr de la photo, mais en même temps, on laisse une part de mystère. Et il va falloir, c'est aux joueuses d'imaginer un peu l'histoire du personnage. Et au verso des cartes, on a du coup plutôt du texte, mais c'est plutôt pour créer le scénario, créer l'intrigue. Et ça n'a rien à voir avec le portrait du personnage, quoi. Voilà, donc c'était pour le partage d'écran. Il n'y a pas de souci pour l'enlever si vous voulez repasser en caméra. Je laisse notre ingénieur enlever le partage d'écran. Enfin, je vais voir si peut-être que je peux le faire moi-même, mais voilà, super, c'est fait. Après, forcément, les MJ généralement, enfin la personne qui s'occupe de la table, en dehors des salons où il y a du tout venant, donc tu dois faire un jeu le plus accessible possible, mais la plupart du temps, tu connais tes joueurs, donc tu sais à ta table qui a de l'imagination, qui n'en a pas, qui aura vraiment besoin d'aide de jeu, et puis aussi les gens qui, enfin, c'est con, c'est des affinités, hein, c'est comme moi, je fais beaucoup de figurines de wargame, je joue avec un type de joueur, je joue très peu avec les tournoyeurs. J'ai du mal avec les tournoyeurs. Je joue plus avec des joueurs narratifs qui aiment bien passer un bon moment, etc. Donc c'est ça, je pense que de toute façon les tables vont être en fonction des jeux aussi. C'est-à-dire, t'as des groupes de joueurs par exemple qui jouent jamais à Donjons et Dragons, qui n'aiment pas du tout ça, ou qui n'aiment pas Cthulhu, ou qui n'aiment pas les jeux indés aussi, et qui aiment que du Donjons et Dragons, qui aiment juste faire du Porte-Monstre Trésor. Voilà, c'est comme ça. Mais après, effectivement, l'accessibilité et la manière dont le matériel est créé pour amener une direction artistique et une ambiance. Et en fait, c'est à ça que sert la direction artistique. En fait, elle est le pont entre l'idée de l'auteur et le joueur. Consommateur. Et il faut que, par contre, que le consommateur puisse le recevoir sans qu'il ait l'impression qu'on lui ait livré l'auteur avec le jeu.
Ça, c'est important, je trouve ce que tu dis justement. On a tendance à l'oublier que même si les auteurs de jeux sont vraiment animés d'une flamme et qui veulent vraiment créer un jeu qui leur tienne à cœur, etc., faut pas oublier que créer pour créer, c'est très beau, mais si vous voulez créer, que vous voulez payer des illustrateurs, il vous faut un budget. Si vous avez un budget, ça veut dire qu'il faut que vous vendiez votre produit. Et donc, vendre votre produit, c'est quand même savoir à qui vous vous adressez et savoir très précisément quel type de joueur vous visez. Et ce type de joueurs-joueuses, ben, est-ce qu'ils ont besoin de support visuel ou pas? Enfin, il faut aussi adapter l'univers que vous avez et l'envie que vous avez ton d'illustrer. univers va effectivement le faire. Effectivement, c'est un univers extrêmement horrifique, un peu borderline, où tu abordes des sujets compliqués. Tu vas pas le mettre dans les mains de tout le monde. Pareil, l'âge, etc. Ce sont des trucs qui sont pas toujours pris en compte. Hein. Désolé. Hein. Thomas. Ouais, je me permets un petit insert pour revenir sur ce qu'on avait évoqué, en fait, des personnes qui ne visualisaient pas en fait dans leur tête la fiction. Ça s'appelle la fantasy, et il y a un article très intéressant sur le site Café Nonobstant qui s'appelle Comment la fantasy a changé ma perception du jeu de rôle. C'est un article d'Asgard Dodin. Donc Asgard Dodin, c'est un rôliste tout à fait chevronné, mais voilà, qui est aphantasique. Et donc il explique notamment qu'il va énormément s'appuyer sur les illustrations. Puisque il n'est pas capable de se créer un palais mental, voilà, d'imaginer à quoi ressemble la fiction. Du coup, il a ce recours aux illustrations. Alors, je veux pas trop déborder, mais on a de toute façon l'illustration va aussi avoir un rôle très important, eh bien, pour diminuer la charge mentale de la table, c'est-à-dire les efforts cognitifs qu'on doit produire tous et toutes quand on joue, eh bien, pour imaginer les situations, que ce soit d'un point de vue purement artistique, imaginaire, esthétique, mais aussi d'un point de vue des fois tactique, savoir où on est par rapport à tel endroit, à quoi ressemble l'adversité, ceci, cela, quoi. L'illustration, elle a un aspect super important, voilà, pour aider à ça. Et ça aide tout le monde, quoi. Mais quel que soit votre niveau en fait de confort en jeu de rôle, si vous avez des illustrations, ça va forcément vous décharger. Alors certes, on trouver dommage que ça fixe un peu l'imaginaire, mais ça permet quand même de baisser le niveau de stress et de mieux comprendre ce qui se passe. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à quelque chose d'assez intéressant en jeu de rôle où avant les illustrations, elles étaient, à part évidemment l'écran et la feuille de personnage, elles étaient côté MJ, elles étaient dans le livre. C'était un peu difficile de les montrer aux joueuses parce que du coup, mais si je vous montre l'illustration, c'est aussi vraiment le scénario. Enfin, vous connaissez le délire, quoi. Et donc maintenant, on arrive vers quelque chose avec des cartes, avec des plans, avec des choses qu'on va pouvoir montrer directement aux joueuses, partager, enfin tout un tas de jeux, quoi. Et du coup, je trouve que c'est une utilisation plus maligne de l'illustration, quoi, puisque ça profite à tout le monde et pas uniquement à MJ qui doit faire ce travail de régurgiter l'illustration sous forme de description, quoi. Et évidemment, si on n'a pas besoin de décrire parce qu'on a montré l'image, ça veut dire qu'on va pouvoir se concentrer sur autre chose, on va pouvoir se concentrer sur le roleplay, on va pouvoir se concentrer sur les enjeux de la partie et tout. Donc c'est du temps gagné et du temps des cellules grises gagnées pour faire autre chose, quoi. Donc dans la production ça, aussi, c'est important, quoi. Ce que tu dis dans la production aussi, une illustration qui des fois, elle permet de gagner du temps dans la maquette, c'est-à-dire que ce que tu vas montrer sur l'illustration, tu n'auras pas besoin de l'écrire. Par contre, c'est une erreur qui est souvent faite dans le JDR. Il y a des fois, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on m'envoie un descriptif, je fais l'illustration, et en fait, quand je récupère le bouquin, je me rends compte que mon descriptif, en fait, est à côté, sur la page d'à côté. Il y a un exemple que je donne souvent, c'est le texte qui te dit qu'il y a une entrée de porte avec 2 gardes et une charrette qui passe. Donc, tu lis ça, et sur la page à côté, tu as une entrée de porte avec 2 gardes et une charrette qui passe. Et tu as envie de dire, ça va, je suis pas con, je sais ce que j'ai lu. Par contre, la créature qui est dans la cage, qui est dans la charrette, elle n'est pas décrite. En tout cas, on dit il y a une créature, et après, on m'explique qu'elle est un peu bizarre, etc. Et en fait, c'est ça qu'on aurait dû m'illustrer. Pour vraiment, si tu as du mal à le décrire à l'écrit, montre-la visuellement, et comme ça, au moins,
ça laisse de la place, ça laisse des pistes, et c'est plus ludique. Et tu vois, c'est ce que tu disais sur l'illustration, elle apporte quelque chose, elle apporte de la respiration, c'est quelque chose de ludique. Ouais, je me permets un tout petit insert par rapport à ça. C'est vrai que c'est intéressant quand c'est pas le seul rôle d'illustration, mais c'est intéressant quand l'illustration va permettre de présenter quelque chose que l'écrit ou l'oral ne peut pas exprimer. Donc c'est le cas par exemple des représentations abstraites des créatures du mythe dans l'Appel de Cthulhu 6e édition. Moi j'aime bien faire des photomontages un peu à la Prévert qui vont présenter des situations de façon un peu poétique, et c'est des choses que je peux pas forcément transmettre par le texte. Et des fois un photomontage par exemple va amener une espèce de chaos d'ambiance, d'idées qui est voilà, on est sur un plan totalement complémentaire de l'aspect langage, quoi. J'aimerais rebondir sur Alors, un truc que tu as dit, Loïc, mais excuse-moi, Stéphane. non, vas-y, Hot, si tu veux parler, tu parles, et puis je prends la suite après. D'accord, désolée. Je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Loïc. C'est vachement intéressant ce que tu as dit justement. Fournir la description à l'artiste, ça ne constitue pas un brief en soi techniquement, hein, parce qu'il faut, quand on donne un brief d'une illustration à un artiste, ça coûte de l'argent hein, de faire cette illustration. Donc il faut que l'illustration serve un propos. Donc, il y a toujours un but derrière une illustration, parce que sinon, c'est juste illustrer pour illustrer, et à moins que vous ayez un budget illimité et que vous pouvez vous faire plaisir d'illustrer. Qu'est-ce que ça raconte et dans quel but? Ouais. Voilà, exactement. Je peux vous donner un exemple réel. Hein. Moi, je me souviens sur les lames du cardinal, il y a Philippe Auribeau m'avait envoyé plein de descriptifs en plus de ceux que Christian m'avait passés, et je vois dedans que j'ai Richelieu regarde une carte avec machin bidule. Non, c'était Mazarin. Mazarin regarde une carte avec machin bidule. Mazarin fait ça j'avais 3 illustrations où Mazarin était en train de vivre sa vie, il faisait sa vaisselle, il regardait une carte, il se baladait, etc. Et je regarde tous les descriptifs, je fais, il n'y a pas un dragon. Et moi je me souviens, j'envoie un mail au DH, je fais, mais sont les dragons dans votre jeu là, les gars? Oui, parce qu'il y en a. Et vous avez vraiment besoin de... Moi j'ai aucun problème à vous faire Richelieu ou Mazarin ou je sais quel cardinal en train de regarder une carte, mais c'est du temps. Alors que je pourrais utiliser ce même temps pour vous faire une illustration de dragon. Et ça, ça arrive souvent. Mais je pense que je crois que c'était toi, auteur, qui disait qu'il y a des fois les auteurs, ils sont galvanisés, ils sont dedans, ils ont leur jeu, ils rêvent. Et en fait, il y a des illustrations qui se disent, ah, moi, je la verrai. J'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui disait, excusez-moi, je viens de lire. Philippe voudrait faire Mazarin. Mazarin RPG. Mazarin RPG. Un coucou à Monsieur LCS, qui est la personne qui m'a offert ça d'ailleurs. Et du coup, je sais plus où j'en étais à cause de lui. C'est de ta faute. Et enfin, en tout cas, voilà. Je pense que Philippe, et j'ai déjà vu d'autres auteurs. J'ai plus son nom, il avait fait Byzance, je me souviens, chez Son Détour, et j'avais pareil plein d'illustrations, de trucs très historiques. Je lui avais dit, mais tu prends n'importe quel tableau qui existe, tu le colles dans le livre, ça fait le même taf. D'ailleurs, je me souviens pour Richelieu, je leur avais dit à l'époque sur les lames, si vous lui mettez pas de dragon sur l'épaule, si on lui met rien, vous prenez un tableau d'époque en licence libre en fait. Faire chier à dessiner un gars qui existe déjà, qui a déjà été peint par un grand maître, ça sert à rien. Et c'est ça, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça ludique, et comme tu le dis, le budget. Et un auteur de jeu de rôle, et ça vient à cette question, c'est quel est le pont entre l'auteur et l'illustrateur avec le directeur artistique, le directeur de collection, etc., etc. C'est faire en sorte que les envies de l'auteur soient commercialisables, en fait. Les budgets et les deadlines aussi. Et les budgets et les deadlines. Bon, ça... Je suis pas sûr que ça passionne les gens, les budgets et les deadlines, mais oui. Non, mais... Mais non, ça existe. Et ça, c'est un truc. Je disais, le DA fait beaucoup d'Excel et beaucoup de rétro-planning. Hein. Alors moi, je voudrais bien faire. Moi, sur un sujet, sur un ensemble de sujets, j'ai l'impression que depuis une dizaine d'années, il y a une volonté que les illustrations de jeux de rôle aient plus d'impact. Alors, je ne vais pas forcément dire qu'elles soient plus jolies, qu'elles soient plus belles, mais qu'elles aient plus d'impact, qu'elles accrochent plus le regard, qu'elles soient plus en rapport avec le produit qui est vendu, mais en rapport avec ce qui est décrit dans le texte.
C'est le cas aussi des illustrations de livres de science-fiction des années 80 ou 70, qui n'avaient aucun rapport avec le contenu du livre de science-fiction. Depuis les années 90-2000, maintenant, la couverture a un rapport avec le. J'ai l'impression que dans le jeu de rôle, il y a un changement d'attitude depuis une dizaine d'années. Est-ce que voilà, il y a cette idée-là, et je rajoute pour vous faire parler là-dessus, l'idée aussi de faire un bel objet, un objet qu'on n'a pas honte de. Alors pas seulement un bel objet pour l'acheter, mais un objet qu'on n'a pas honte de mettre dans son salon, dans sa calaxe de salon, celle que les gens vont voir, pas la calaxe de la chambre que les gens voient pas. Et il y a aussi l'idée du financement participatif, où il faut, alors pas seulement vendre, mais il faut montrer un produit qui est une atmosphère, un univers qui n'existe pas encore. On ne peut pas le feuilleter. On est sur Internet et le produit sortira que dans 1 an, 2 ans. Et il faut avoir quelque chose à montrer. Et voilà. Mmh. Alors, tu sais quoi? J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a plus besoin de visuel? Ça dépend tellement de la vision de l'auteur, mais effectivement, dans un monde où il y a il y a tellement de jeux de rôle qui sortent tous les ans. Si on veut se démarquer, c'est pas forcément parce qu'il y a des illustrations dans notre bouquin que les gens vont l'acheter, mais visuellement, d'un coup, si vous mettez une couverture qui va vraiment attirer l'œil, forcément que vous allez attirer, au moins capter l'attention. Et c'est sûr que si vous avez qu'une couverture pour votre bouquin et aucune autre illustration, ça va être difficile de faire vivre votre campagne de crowdfunding. Ou Si vous alors, voulez faire de la pub faut sur faire les un réseaux concept, sociaux, voilà. oui, voilà. Ah, Quoi. Donc, sauf si tu as une communauté que tu as travaillé au corps ces 10 dernières années qui te ouais. suivent, bon, bah, tu as 150 fans, allez, Ouais. tu vends le jeu 300 €, et là, effectivement, c'est la folie. Ouais. Mais si tu sors de nulle part, Mmh. c'est effectivement. Puis, c'est con, hein, mais alors, ça demanderait une table ronde d'1 heure, mais la préparation d'un crowdfunding, pour avoir travaillé en interne dans 2 boîtes. Donc, j'avais des réunions crowdfunding, que ce soit chez Son Détour et en plus chez Holy Grail, c'était pire parce qu'ils vivaient que du crowdfunding. Vers la fin, ils avaient quelques jeux en retail, donc en boutique, mais c'était que du crowdfunding. Et en fait, quand tu fais ton planning d'illustration, tu as une partie des illustrations qui vont servir au crowdfunding. C'est déjà que ta composition, il faut qu'elle soit comme ça. C'est ça. Ouais. Moi, je me souviens. Alors, dans le jeu de plateau, c'est encore pire parce qu'il faut que tu aies ton proto. Parce que du coup, tu as tous les salons à aligner dans l'année. Autant le jeu de rôle, j'ai remarqué, ça va. Là, je l'ai vu avec Inachevé. Ça va. En fait, tu peux avoir un kit de démonstration pour les salons et tu peux prendre du temps. Mais un jeu de plateau, c'est un enfer. Il suffit qu'en plus de ça, tu lances ton truc. Tu commences ton produit en début d'année. Tu commences à le teaser en début d'année pour la fin de l'année. Tu as UK Game Expo, la Gen Con et Essen. C'est fini. Hein. Tu as intérêt à avoir un proto, tes illus. Limite, il faut que ton truc soit prêt 2 ans à l'avance. Et ça, c'est un autre sujet. Hein. Il y en a et pour des heures encore, de ça. tu parles des protos pour les salons, mais c'est sans compter les protos que tu vas envoyer à tous les influenceurs. Tu vas envoyer aux reviewers. Ouais. Ah. Moi, je me souviens quand on envoie. Alors, sur Titan, c'était un jeu qui n'était pas envoyable. C'était énorme, une énorme boîte avec un plateau qui est gigantesque, qui est rond en 3D. On n'avait qu'un seul proto, donc on devait payer le déplacement des reviewers pour qu'ils viennent faire la vidéo dans les studios. Mais je me souviens, c'était sur Domination, le jeu était vraiment pas fini. On envoyait les protos et en fait, tu voyais la guerre de les reviewers. Ils disaient ah mais celui-là il est fini, je le prends. Celui-là il est moins fini, je le prends pas. Et c'est une horreur. Et en plus de ça, le reviewer à l'époque, alors je sais pas comment ça a évolué maintenant parce que je suis plus trop la tendance, mais à l'époque il avait le droit de vie ou de mort sur ton jeu. C'est toujours le cas. La vidéo, c'est toujours le cas, voilà. Mais à l'époque, quand tu mettais, t'avais ta jolie page, il fallait faire une belle page à la mode du moment. Donc il fallait que tu réfléchisses tes illustrations. Non seulement que tu fasses des illustrations pour le jeu, mais aussi des illustrations pour ta page, des illustrations pour ta communication. Genre, tu avais des illustrations pour ta vidéo de lancement. Nous, on faisait les vidéos aussi. Ouais, moi, je me souviens pour Rallyman, il y a des illustrations dans le livre de règles de Rallyman. En fait, ce sont des illustrations qui servent à la déco, et ce sont des illustrations qui servent pour le trailer. Parce qu'il faut faire ton trailer, ton teaser. Bon, le JDR a l'air d'avoir moins de boulot comme ça. Moi, dernièrement, j'ai demandé s'il fallait une vidéo, etc. On m'avait dit non, ça va, on a une com, etc. Et oui, en fait, oui, les illustrations servent en fait à vendre ton truc.
Tu peux t'en sortir avec un bon graphiste qui saura réutiliser les illustrations qui sont déjà prévues pour le livre, mais dans tous les cas, effectivement, c'est à prendre en compte. Comme disait Rollist dans le chat à l'époque, en 1992, mais quel jeu était en 100% noir et blanc par la couverture, j'entends parfaitement, seulement depuis 1992, c'est comme le jeu vidéo, ça a évolué, les graphismes ont évolué, les attentes des joueurs et joueuses ont évolué. Alors évidemment, tu auras toujours des gens qui adoreront jouer en 8 bits et en pixels, etc., et qui adorent les jeux rétro. Ça, il y en aura toujours, mais la communication, il te faut des supports de communication. Il ne faut pas oublier que l'ADA, elle est au service de l'auteur, mais elle est aussi au service de la com. Et puis le jeu de rôle, au même titre que le jeu de plateau, alors que ce qui est très étrange, c'est que le jeu de rôle est souvent à l'origine de beaucoup d'autres médias. On croise plein de releases dans le monde du jeu vidéo. On croise plein de releases dans le cinéma. On a encore Alexandre Astier qui a parlé de jeu de rôle dernièrement. Il y a plein de rôles. Il y a une espèce de hiérarchie des médias qui existe. C'est-à-dire, il y a le cinéma, il y a le jeu vidéo, ensuite il y a le jeu de société, il y a la littérature. On voit qu'il y a quand même une hiérarchie. Et JDR reste toujours un peu en bas. Et ce qui est très drôle, c'est que le jeu de société et le jeu de rôle qui ont grandi ces dernières années à peu près tous les deux en même temps, il y en a un qui a beaucoup plus gros aussi que l'autre. Il faut voir les chiffres de Cool Mini or Not, on voit à combien a été racheté Asmodée, enfin voilà. Mais il y a toujours cette envie de singer un peu le jeu vidéo. Moi, je me souviens, les premiers trailers que j'ai illustrés, on me disait « Ah, il faut faire comme les trailers de jeux vidéo ». Mythic Games, par exemple, a fait ça. Ils font des trailers en 3D. Tu regardes le lancement du truc et tu fais un jeu vidéo, un jeu de plateau, votre truc. Alors, c'est à la fin, on voit le produit, on se rend compte que c'est un jeu de plateau. Mais il y a cette envie de dire il faut qu'on soit aussi impactant qu'un jeu vidéo pour que les gens se disent ça vaut plus le coup que tu joues à ça qu'à notre jeu vidéo. Mais par contre, on va utiliser leur code. On va singer le média qu'on considère comme étant au-dessus de nous. Je sais pas si on a répondu à ta question. Oui, tout à fait, c'est très bien. Moi, je me posais aussi la question des différentes éditions d'un jeu de rôle. Voilà, il y a une première édition qui sort dans les années 80, 90, 2000, et évidemment, il y a ce que vous disiez sur le fait que c'est pas forcément la même qualité entre les mêmes choix graphiques, question de budget, mais il y a l'idée aussi qu'il y a un univers de jeu qui a été décrit avec des codes graphiques dans les années 80-90. Est-ce que, voilà, quand il y a la nouvelle édition du jeu, il y a une idée de dire on va faire différent parce que c'est une mode, ou alors on va avoir une sorte de respect des anciens codes pour garder les joueurs et l'univers, ou une volonté de se dire bah, il y a peut-être eu des erreurs dans les années 90 parce qu'on achetait des illustrations un peu au rabais, on faisait dessiner des guerriers un peu génériques, et là, d'un seul coup, on va s'attacher vraiment à l'univers. Voilà, comment on gère cette notion de nouvelle édition par rapport à l'illustration? Ça dépend du jeu. Oui, ça dépend du jeu. Moi, des fois, je reçois des dessins, des croquis pour des trucs quand je travaille sur une quest. Il y a Jeff Richard, il m'envoie des croquis qui ont été faits par Stafford, qui ont été publiés à l'époque. C'était là, vous l'avez pas encore vu, mais il y a une future couverture qui est inspirée d'un dessin qu'il a fait, qui est grand comme ça, qu'il a fait sur un bout de nappe. Et il m'avait dit, pour la couverture, on fait ça. Et je sais, bah oui. Bon, on l'a fait, mais parce qu'à l'époque, il y a aussi des jeux qui sont très connus aujourd'hui, qui à l'époque étaient vendus sous le manteau, imprimés dans le garage des parents. Enfin, les vieilles éditions, c'est un cas à part. Déjà, c'était printer friendly. Voilà, mais c'est ça. Mais c'est compliqué les licences parce que ça dépend. Ça dépend l'écart entre les éditions. Et puis tu vas pas si tu réédites Ambre, tu vas pas dégager la couverture par Florence Magnin parce que faut aussi quand même souligner qu'il y a des illustratrices des années 80 qui faisaient quand même du travail indépassable quoi. Donc il y a je pense si les gens s'en souviennent. Ouais. Et donc ah oui, mais je pense que voilà, des couvertures de Florence Magnin, par exemple, je pense que même aujourd'hui, c'est toujours des bangers, même si tu connais pas. Enfin, je vois pas par quoi pour moi, c'est irremplaçable. Ou dans la scène old school Renaissance, on a ce travail
de faire le style de l'illustration. Voilà, on va créer un jeu, voilà, on l'a créé en 2020, mais on veut que les illustrations, elles aient une vibe années 70, années 80, quitte des fois carrément aussi à aller ressolliciter le staff de cette époque, hein. Je pense à c'est Wasburg, bon, c'est pas tout à fait un old school, mais ils ont fait bosser Gary Schalk, donc la personne qui a fait tous les loups solitaires et tout. Bon, bah ouais, c'est old school, mais je pense que c'est hyper qualitatif. Donc il y a des fois, il y a un intérêt particulier à aller chercher soit eh bien, voilà, une direction artistique, enfin un style plus années 80, 90, ou par exemple, bah, sur Marche-Branche, on a travaillé avec Evelyne Moreau. Evelyne Moreau a un style de dessin un peu naïf, alors pas enfantin, mais presque. Il y a quelque chose de, tu t'imagines, ça se renvoie à l'idée de, tu sais, quand on jouait, quand on était au collège ou au lycée, qu'on dessinait nos personnages tout en jouant, quoi. Et alors c'est très maîtrisé, hein, je veux dire, en fait, il y a du boulot. C'est faussement naïf et faussement spontané. Il y a énormément de boulot derrière le travail d'Evelyne Moreau, quoi. Mais ça transmet une vibe qui est particulière et qui est aussi qui a un côté ludique, parce que on va s'identifier un petit peu à la dessinatrice en disant oui, j'aurais pu dessiner mon personnage comme ça. Enfin, ça ressemble à des dessins qu'on fait tout en jouant, tu vois. Donc on n'est pas forcément obligé de travailler sur. Il y a pas. Je pense de toute façon que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il n'y a pas un standard unique. Tout dépend vraiment de la vibe qu'on veut transmettre, quoi. Puis ça dépend de la vibe et ça dépend un peu aussi, quelque part aussi, encore de l'audience. Voilà, du jeu, du public. Est-ce que moi, vous je vois, adressez aux fans d'origine ou est-ce que vous voilà. adressez ou est-ce que vous essayez de faire jouer des nouveaux joueurs? Chez Chaosium, là, on a l'année dernière, on a réimprimé la première boîte. Sold out. Et avec tout dedans, hein. Enfin, on a juste le matos d'origine, le système il est tout cassé comme à l'époque. Sans les errata, rien. Et à côté, moi, je fais des réunions où on me dit plus d'inclusivité dans la couverture. Tous aux États-Unis, c'est très important. Ils ont même des règles, des lois et trucs qui sont mis en place pour ça. Et du coup, j'ai des réunions où on est dans une logique d'aller chercher un nouveau public. Et en même temps, on sort un truc où on a juste remaquetté la première édition. Enfin, tu vois, on a fait un fac-similé qu'on a produit en grande quantité pour les vœux de la vieille, techniquement. Des gens, moi, j'ai des gens qui m'ont sorti. Ouais. Je suis allé chez Henri Lovenbruck il y a quelques semaines. Il a la première édition de Cyberpunk. Et ça, je suis sûr que tu le ressors pareil. Il y a des gens qui l'achètent. Parce que les gens, quand c'est sorti, il y a des gens qui sont encore en vie pour ça. Donc c'est ça, c'est comme tu dis, c'est à quel public tu t'adresses et aussi surtout, est-ce que le jeu de rôle aujourd'hui essaye, j'ai pas la réponse, hein, mais essaye de contenter son public d'origine qui a de l'argent parce qu'ils sont plus étudiants. Et est-ce que, alors pour ça j'ai à peu près la réponse parce que j'ai souvent eu des réunions où on m'a dit pas oublier que son compagnon, c'est ceux qui ont joué à nos jeux de rôle dans les années 70-80. Est-ce qu'on va chercher un nouveau public? Je prends l'exemple d'une démarche comme Donjons et Chatons, qui est déjà une tuerie visuelle et qui est clairement un jeu qui s'adresse pour tout le monde. Clairement, c'est vraiment le jeu de rôle le plus accessible au grand public. Moi, j'étais à côté de Clément, illustrateur, à Octogone. Le jeu rencontre un vrai succès. Et le jeu de l'inclusivité, le jeu pour la nouvelle génération, le jeu qui va ouvrir les portes du jeu de rôle à la nouvelle génération, il est là. Hein. C'est pas les autres trucs avec des actuels P. Non, il est là. C'est ce truc mignon qui, en plus de ça, va avoir sa série animée, ce qui est très rare d'avoir une série animée qui sort en même temps. Donc voilà, donc voilà, comme tu dis, c'est quelle est l'audience et il y a des audiences qui, clairement, n'ont rien à foutre que ce soit, qui ont envie qu'on aille leur sortir les vieilles illustrations ou que ça ressemble, comme tu l'as dit, à la vibe, parce que la nostalgie, ça fait vendre. Hein. Là, ça. Mais tu parlais de deux choses différentes. Tu parles de rééditer. Bon, ça, c'est OK.
Et tu parlais de sortir un nouveau jeu avec des notions d'inclusivité qui se rajoutent, etc., pour ouvrir un petit peu et viser un autre public. Mais quid, tu as une licence et vous sortez la suite, un nouveau bouquin, un supplément. C'est-à-dire, par exemple, tu sors un jeu de rôle qui est sorti dans les années 80, 90, et là, maintenant, tu le sors. Alors, tu vas petit bout par. Alors ça dépend. C'est soit tu as une gamme qui existe depuis longtemps. Je vais plutôt prendre l'exemple de moi, ce que je connais en tant que consommateur. C'est très rare que je fasse ça. Par exemple, je prends l'exemple de Game Workshop que je consomme beaucoup. Ils y vont petit bout par petit bout. Oui. Bon, déjà, en plus, ils ont 3 ans d'avance sur ce qu'ils produisent. Donc, quand tu leur demandes quelque chose, t'inquiète pas, ça arrive, mais sois pas sûr, c'est dans 3 ans. Mais ils y vont petit bout par petit bout. Et ils se posent des questions maintenant, etc., etc. Par contre, effectivement, quand tu as une rupture, quand tu as un jeu de rôle qui est sorti dans les années 90, avec les codes des années 90, avec des trucs qu'aujourd'hui on considère comme racistes, comme homophobes, etc., etc., et c'est très beau ça. Et d'un seul coup, tu sors une nouvelle version où tu dois rentrer tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça casse? Là, j'ai pas de cas d'école comme ça. Qui me viennent. Si, peut-être Paranoia, et encore, c'est pas une suite, c'est de la réédition. Ils n'ont pas du tout aimé ce qu'on avait fait en France, les Américains. Du coup, ils ont refait une version qui ressemble à ce qui a été fait à l'époque. Après, encore une fois, à qui tu le vends, en fait? Est-ce que tu le vends à ceux qui ont acheté dans les années 90 ou est-ce que tu le vends à une nouvelle génération et tu dis aux gens des années 90, non, mais c'est pas pour vous? Ou est-ce que tu fais un chaud froid? Et de toute façon, tu peux pas sortir un truc avec les mêmes codes, ou alors il faut que ton jeu soit intemporel. Ça. C'est ça. Thomas? Tu es mute, Thomas. C'est peut-être pour ça que si tu essayes de t'ingérer. Voilà. Oui. Alors déjà, là en partage d'écran, donc du coup j'ai mis des illustrations d'Evelyne Moreau pour Marche Branche, où en fait je pense que, bon, j'en ai pas discuté avec Evelyne, mais c'est vraiment quelque chose qui est lisible dans son travail. Il y a cette idée de s'approcher d'un rendu de dessin amateur. Alors c'est faux, c'est très très faussement amateur dans le sens où on sent bien qu'il y a beaucoup d'expérience dans la façon de dessiner, mais ça rend bon, des fois Evelyne va carrément produire des choses qui sont encore plus qui sont plus croquis que ça, et qui donnent ce côté amateur où on va s'identifier en fait à la personne qui dessine, et que ça va donner envie de soi-même dessiner tout en jouant. On a parlé de Donjons et Chatons. Dans Donjons et Chatons, si tu veux, tu as un double standard dans l'illustration de Donjons et Chatons. Il y a certaines illustrations qui sont en couleur directe et qui sont vraiment très belles, et tu vois ça, tu dis bon si je suis pas Clément de Ruyter, je ne peux pas faire ça. Et en même temps, tu as aussi des petits dessins, notamment c'est très visible dans les cartes. Alors les cartes de Donjons et Chatons qui vont être justement étalées sur la table et visibles par tout le monde, où là on est plus sur vraiment quelque chose du dessin un peu chibi, et où les chatons sont vraiment faits à gros traits. En plus, en gommant les formes, parce ils ont des capes, tu vois, donc ça fait vraiment très géométrique. Ils ont des chapeaux, et tu te dis c'est super facile de dessiner un chaton. C'est 2 triangles, un ovale. Et du coup, ça va donner envie aux joueuses, en fait, si tu veux, de dessiner leur chaton tout en. Et je pense que ça, c'est totalement calculé par Clément. Et Ça dépend s'il a dessiné dans le métro ou à son bureau. Mais oui. Ouais, mais bon, je veux dire, au moment s'il décide de mettre à peu près la moitié de ses illustrations dans le truc final, où c'est des trucs un peu plus simplifiés, moi je pense qu'il y a vraiment une idée de transmettre. De toute façon, j'y joue avec mon fils, je vois ça marche. Ce côté qu'il y a une partie des illustrations, tu te dis ah oui, moi je peux dessiner des chatons comme ça aussi, quoi. C'est vraiment très très efficace. Et il y a un jeu qui fait ça très bien, c'est Légende de la Garde. Alors, parce qu'en fait, dans Légende de la Garde, tu as ton personnage, on joue des souris. Et donc, sur ta feuille de personnage, tu as ta souris, et en fait, la tête de la souris, ses petites pattes sont bien dessinées, mais son costume, il n'y a pas de détail. C'est juste le ventre et la cape, mais vraiment sans aucun détail. La souris n'a rien dans les mains. Et en fait, pourquoi c'est fait comme ça?
parce que instinctivement, tu sais que c'est à toi de dessiner la souris. Donc, tu vas lui rajouter son petit matériel, tu vas mettre un petit blason, tu vas lui mettre ses armes dans la main, tu vas lui dessiner ça. Après, tu vas colorier, quoi. Donc, c'est vraiment, là, on est vraiment sur ce que j'essayais de dire depuis le début, sur de l'illustration ludique, qui est quelque chose qui est vraiment un dialogue entre le dessinateur et la table, en fait. Alors, j'ai plus le jeu en tête, mais Monsieur Alceste va nous le dire dans les commentaires. Il avait voulu nous faire jouer à un jeu où on jouait, on était des enfants et on avait des monstres qui nous suivaient et on devait dessiner notre monstre. Je vais le laisser répondre à ça. Et oui, justement, pareil, dans le truc ludique. Monster and other childish things. Voilà. Donc oui, ça c'est toujours très drôle de faire participer de manière ludique à la création du personnage et en plus au dessin le joueur. Et puis alors pour ce jeu-là, c'était marrant parce que du coup, quand tu dessines ton monstre, alors quand tu sais dessiner, c'est pas fun parce que tu es obligé soit de dessiner pas de ta main à l'aise ou alors de faire ça aveugle pour que ça ressemble vraiment à un dessin d'enfant. Ou alors tu es un enfant très doué, mais quand tu voyais des gens qui savaient pas dessiner, tu avais des monstres qui étaient très crédibles. Le monstre du placard qui ressemblait à un bonhomme bâton avec juste des dents faites à l'arrache. Et c'est comme ce que tu disais avec la petite souris où tu rajoutes des armes. C'est plutôt cool. Par contre, effectivement, tous les JDR peuvent pas faire ça. Et ça revient à un truc qu'on m'a dit dernièrement en réunion. J'avais posé une question sur est-ce que on jouait quelque chose des personnages balafrés, etc. Et on m'avait dit ouais, mais les joueurs ont pas envie de jouer des choses moches. Alors, c'était une réunion avec des Américains. Donc, pareil, encore une fois, il y a comment dire, il y a une manière de consommer le JDR qui est pas pareil. Hein. C'est l'école du Donjon et Dragon, hein, clairement. Mais c'est pareil. M. Alsace me disait que c'était sympa de jouer à la légende de la garde parce que c'est plus facile pour les gens de s'identifier. Une souris, c'est facile. Une souris, c'est pas de problème de couleur de peau, pas de problème de sexualité. C'est un petit animal mignon avec bonjour, avec justement sa petite épée, son petit bouclier. C'est la force de Donjons et Chatons. Et ça aussi, ça revient à comment dire, la direction artistique. Des fois, peut faire le choix de se dire, ton univers, il est vachement bien, mais je le verrai plus avec des chatons. Tu vois, ça arrive des fois que en chemin, un directeur artistique ou un directeur d'édition dise au gars, enfin au créateur ou à la créatrice, ah écoute, là, ton univers serait plus accessible ou serait plus pertinent parce que c'est plus inclusif de jouer quelque chose, de désincarner de manière humaine. Prochaine étape, on développe un picrou spécial pour le prochain jeu sur lequel on bosse. Un quoi? Un picrou. Tu sais, c'est ah bon, ok, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Picrou, c'est une plateforme où des artistes mettent plusieurs éléments qui permettent de faire son propre personnage, un peu comme un character generator, et tu peux choisir vraiment le style que tu veux, parce qu'il en existe pléthore. Je crois que c'est japonais à la base, Picrou comme site, mais tu as vraiment tout le monde qui est dessus, et en fait, généralement, c'est pour générer ton avatar que tu vas utiliser sur des réseaux sociaux. Donc souvent, tu as la possibilité de choisir la couleur de peau du personnage. À chaque fois, c'est dans des styles très différents. Couleur de peau, la pose, la longueur des cheveux, etc. Tu as vraiment plus ou moins de personnification. Et généralement, c'est des artistes qui mettent ça à disposition sur Picrou. Tu peux faire ton propre personnage dans le style de l'artiste. Je crois que Maliki avait fait... pas sur Picrou, Maliki a développé son propre il avait fait un générateur de... Mais Boulet a fait son générateur. J'ai des potes qui ont un avatar Boulet. Et c'est marrant, c'est bien que tu abordes ça, parce que moi, chez Chaosum, j'ai un canal de discussion VTT. Alors, pas qu'on fait du vélo, mais pour faire des jeux de rôle en ligne. Et en fait, j'ai eu des discussions en réunion où on me disait... Moi, je disais, pour Cthulhu, en fait, je verrais bien, en fait, réellement les portraits en noir et blanc. Parce que à l'époque, les gens se prenaient en photo, en tout cas dans les années 20, en noir et blanc. Et si on veut les mettre dans un cadre, c'est joli. Et on m'avait dit, il faut que ce soit en couleur. J'ai dit, d'accord, ok, mais en termes de direction artistique, ce serait plus immersif de dire, ce PNJ, voilà sa photo de famille, où il fait la gueule, parce qu'avant Kodak, personne ne souriait. Voilà. Et là, on me dit, ouais, mais il faut que pour les VTT, alors moi, je regarde, je fais, pardon,
surtout que la première fois qu'ils m'ont dit ça, moi j'étais français. C'était la première fois, ok. Ouais, les VTT, comme vous parlez. Et en fait, ils m'ont expliqué que oui, il faut que derrière, que quand on produit un PNJ, il faut que ce pack puisse être disponible pour les gens qui veulent faire du jeu de rôle en ligne et qui puissent utiliser les avatars. Alors, à ce que je leur ai dit, après, le personnage peut être en noir et blanc dans le bouquin et on le fournit en couleur. Hein, et j'avais même dit, bon, ça pourrait être même carrément marrant qu'on fournisse le personnage en noir et blanc, la map en noir et blanc, tout dans un style vieille photo. Mais on m'a dit, oula, ça va trop loin. Mais ça aussi, c'est un truc qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est que il y a la direction artistique pour le JDR, il y a la direction artistique, comme tu l'as dit, pour le Kickstarter, le Ulule, le crowdfunding, et le VTT, la communication, les goodies. Les restrictions des VTT, parce que ça aussi, si jamais vous vous amusez à faire des maps pour votre jeu, des maps, mais pas à l'échelle. Virtual tabletop, je le dis pour les gens qui... Oui, c'est ça. Donc, si on fait des cartes juste pour illustrer un petit peu notre scénario, pour montrer un peu une ambiance, etc., qui va aller dans le bouquin, c'est très bien. Mais après, est-ce que vous comptez ensuite mettre votre module, votre jeu disponible sur les plateformes de jeux en ligne? Donc, les VTT, les Virtual Tabletop, on va avoir du Roll20, on va avoir Foundry, on va avoir Let's Roll. Enfin, il existe plein de plateformes où... notamment après le Covid, sont explosés en termes de personnes qui ont voulu se mettre au jeu de rôle et jouer avec leurs amis qui sont restés cloîtrés chez eux, n'est-ce pas? Et donc, du coup, véritable essor, on voudrait migrer sur les Virtual Tabletop, sauf que nos cartes, elles n'ont pas été conçues pour ça. Pourquoi? Parce que généralement, il y a un quadrillage qui permet donc d'indiquer les distances et de savoir à peu près où se placer. Il faut que le quadrillage il corresponde plus ou moins à votre carte. Et déjà, rien que là, devoir refaire une carte pour la mettre aux dimensions d'un VTT, c'est un enfer. Ah, mais... donc, oui, ça fait partie de l'ADA aussi, effectivement. Ce fil de discussion-là, moi, je suis un peu comme ça chaque fois que je le vois, je fais non, je ne vais pas regarder parce que je ne veux pas savoir, en fait. Mais oui, c'est une contrainte supplémentaire. Lisez, Thomas. Petit insert d'ailleurs, parce que moi j'aime bien vivre dans le futur. Il y a une façon de jouer au jeu de rôle qui pourrait être appelée à se développer. C'est tout ce qui est GN virtuel. Et en fait, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les maps, mais d'une façon différente, avec une spatialisation du son. Donc, vous avez votre token, votre personnage qui va se déplacer sur la map, et du coup, ça peut être une partie de jeu de rôle où on peut être 10 ou 15. Et en fait, en fonction de là où vous allez pas entendre ni voir les mêmes personnes. Et du coup, on va jouer avec la localisation du son. Ça, c'est super intéressant à faire. Ça donne un petit côté MMO, si vous voyez un petit peu. Attends, je suis en conversation. C'est la magie du direct. Il y a eu un copier-coller. Pendant que Thomas continue, j'embraye là-dessus. Je trouve ça super intéressant qu'on puisse développer des jeux de rôle qui influent aussi sur d'autres sens. Bon, après, on joue beaucoup sur l'ouïe en jeu de rôle, faut dire ce qui est. Mais j'avais vu une super conférence justement sur comment essayer d'intégrer les autres sens dans un jeu de rôle. Et s'appuyer plus sur l'ouïe, mais l'ouïe et la direction dans l'espace, parce que c'était plus ou moins ce que disait Thomas, c'était de pouvoir bouger et de ne pas entendre exactement les mêmes personnes parler selon là où on est, c'est intéressant aussi. Et en plus de ça, c'est marrant ce que tu dis, parce que tout à l'heure, on parlait justement des plateformes. Je fais une blague à part, je connais une des personnes qui a créé Let's Roll, donc Benjamin Dibling, et quand je suis arrivé à Paris, il essayait tout le temps qu'on trouve une date pour se caler pour jouer au jeu de rôle. Et puis à chaque fois, c'était décalé, etc. Et je fais souvent la blague, je dis, mais si seulement on avait une plateforme pour jouer en ligne. Quel troll. Sauf que c'était rigolo, c'est-à-dire que quelqu'un qui a créé une plateforme préférait être en physique. Et ça revient à ce que tu dis par rapport au sens. Il y a quand même cette envie d'être entre nous. Le seul intérêt, enfin un des intérêts vraiment très cool de Louis, comme tu disais, par rapport au fait de se reculer, etc. Alors, je fais très peu de jeux de rôle. En réalité, je suis pas tant rôliste que ça. Mais les fois où j'en ai fait, que j'ai intervenu chez Maxime Robinet, de l'Octopus, il jouait beaucoup avec ça. Il jouait beaucoup avec, il coupait le micro, il revenait, etc. Et ça lui permettait de faire comme si on changeait de pièce.
Et c'est pareil, à Monsieur Lassès, quand on faisait du JDR en physique, quand il se passait quelque chose, il demandait de changer de pièce. C'est vrai qu'il y a comme tu dis, Louis, la spatialisation, il y a vraiment quelque chose à développer de ce côté-là. Tu as des plateformes comme Gaver.ton qui permettent de le faire en fait sans qu'il y ait entre guillemets un ingénieur du son qui coupe les micros de tout le monde. C'est-à-dire que tu vas projeter ta map et après tu as des petites figurines un peu comme dans les RPG japonais que tu peux balader dans la map et du coup c'est l'application qui sait que voilà si dès que tu t'éloignes trop d'un personnage tu l'entends plus, tu vas te rapprocher d'un autre, tu l'entends à nouveau. Donc ça crée un peu un effet comme dans un jeu de grandeur nature où dès qu'il y a suffisamment de personnes, tu peux pas assister à toute l'action, quoi. Tu vas être avec une petite faction, tu sais pas ce que fait l'autre faction à l'autre bout du bois. Et t'as vraiment des mecs qui font quoi? J'entends pas. Je te dis qu'il va laisser. Parce que du coup, en plus, c'est pas coupé franco, c'est-à-dire que le son va diminuer au fur et à mesure que tu t'éloignes et tout. Comme dans un MMO, quoi. Aussi, tu vois, j'ai hâte de voir ça parce que du coup, ça va être comment est-ce que le jeu de rôle devient à la fois un jeu vidéo aussi, un petit peu à la fois. C'est un autre débat, mais avec l'aspect roleplay en plus, quoi. On a tellement des fusions entre les genres qui se font, je pense notamment aux jeux de plateau qui deviennent des jeux de rôle aussi en même temps, et un peu avec des applications. Je pense à Irune, par exemple, qui a une... pareil, t'as Borgam Arena qui permet de jouer de loin. Bon, après, tu as des aberrations. Moi, je me souviens d'avoir joué à Catan en VR. Et en fait, tu mets le casque et en fait, tu as le plateau de Catan devant toi. Ah, ok, oui, à ce moment-là, j'avais fait ça avec un collègue graphiste chez Holy Grail. Et on avait enlevé le casque, on s'était regardé en disant... Autant aller sur Tabletop Simulator à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Mais oui, je sais pas si... Tu vois, c'est pour ça que j'abordais cet aspect de... faut qu'on se joue, faut qu'on se cale une date, faut qu'on se voit entre nous. Quand même, l'ambiance entre nous, le physique. C'est pour ça, tout à l'heure, on parlait... Tu vois, Thomas parlait des cartes que tu mets avec les joueurs. Il y en a qui dessinent, etc. J'ai quand même l'impression que le JDR revient... À chaque fois qu'il tente quand même un aspect technologique, il revient toujours vers... c'est quand même bien une bonne table, c'est quand même bien de voir des gens. Le goût des chips, c'est différent. Voilà, il y a plein de... Puis t'as des histoires à raconter. Enfin, attention, moi, je n'ai pas assez d'expérience en jeu de rôle pour savoir si en virtuel ou en physique, c'est mieux. Ça, c'est à chacun de décider. Mais j'ai l'impression que le JDR essaie toujours quand même de revenir au physique. En tout cas, c'est pour ça qu'on vend des livres. Et je dis ça alors que ma boîte, elle vend du PDF et après, elle vend le livre. Mais clairement, j'ai l'impression c'est peut-être un des rares médias aujourd'hui qui garde un ancrage avec le papier, le carton, le fait que les gens se retrouvent entre eux, ce qui est moins le cas, même le jeu de société. Maintenant, il y a même des jeux qui sortent avec aucun matériel, quoi. Et tu sais quoi, dans ce sens-là? Attends, excuse-moi, Thomas, je te laisse la voix juste après. Ça se rapproche un peu de ce que disait Stéphane à un moment donné. Le jeu de rôle, le livre du jeu de rôle, au final, il devient aussi un peu un objet d'art, quelque part. Ça devient un objet de collection qu'on garde dans sa bibliothèque. Il n'y a qu'à voir aussi les éditions collector qu'on peut avoir de ces 10 bouquins. Et il y a des gens qui sont des acharnés. Ils veulent toutes les couvertures de la même gamme en édition collector pour pouvoir les avoir toutes alignées comme ça. On m'a dit en réunion, c'est pas grave, ce bouquin n'est pas bien, mais de toute manière, c'est le numéro tant, les gens vont le vouloir. Ah ouais. On va pas revenir sur l'ambiance fait son détour, mais j'ai eu des réunions où de toute façon les gens s'en foutaient, même si le bouquin était nul, c'était le numéro 52 et après on a sorti le 53, il fallait le 52. C'est aussi simple que ça. Il y a une collectionnité aiguë dans le jeu de rôle qui est en tout cas sur les grosses gammes, Donjons et Dragons, Cthulhu. C'est moins le cas dans les. Et j'ai l'impression d'ailleurs que les gens qui achètent du JDR indé, c'est comme s'ils avaient chiné un truc rare. Je le vois, ils sont toujours très fiers de montrer le petit truc qu'ils ont ou le truc un peu inédit, etc. Alors que les grosses gammes, on se rend compte que quand même beaucoup de monde les ont. C'est le truc, c'est facile, c'est en tête de gondole entre guillemets. Thomas, vas-y.
Bah, sur le truc indé, c'est très rapidement, c'est pas ce que je voulais dire, mais moi, ce que j'ai fait, et ça avait intéressé du monde, je faisais carrément des livres artisanaux, quoi. C'est-à-dire que je fabriquais le livre moi-même à la maison avec des Waouh! collages dedans, tout ça, machin, de la broderie dessus, enfin le truc bricolé. Et tu savais que tu avais un exemplaire unique. Personne avait le même exemplaire. Il y avait une espèce de délire arty à ce sujet-là. J'en reviens sur l'idée que sur le présentiel, effectivement, le jeu de rôle en présentiel, bon, ben, il a toujours un avenir, c'est évident. Et c'est pas forcément autour du livre, c'est-à-dire qu'on va réinventer de toute façon les formats physiques. Et donc moi par exemple, je crois beaucoup au jeu de cartes. Hein. On l'a vu avec des jeux qui commencent à arriver comme Alice is Missing ou pour la Reine. Donc je vous ai oui, voilà. Du coup, je vous ai retrouvé le jeu de cartes Nervure. Et donc, on a ce paquet, cette pile. Oui, il faut que je monte la caméra. Ouais, on a cette pile comme ça de cartes. On est sur des cartes carrées. Je trouve que la carte carrée donne plus envie, en fait, de dire les cartes sont à tout le monde, on peut se les partager, se les faire tourner, contrairement aux cartes rectangulaires qui sont un peu comme polarisées. Et donc, on a derrière le texte, et c'est pareil, on va se partager les textes. Parce que j'ai vu quand on fait du jeu de rôle en narration partagée, où si tu mets des tables aléatoires au milieu de la table, en fait, personne va s'en servir. Si tu mets des cartes et que tu les disposes en bordel, quoi, là, les gens comprennent instinctivement que oui, ils ont qu'à servir, ils ont qu'à prendre des cartes, se les partager, se les échanger et tout. Et donc, on a une circulation et puis un petit peu un côté démocratique, un côté partage qui est beaucoup plus présent. J'avais parlé de charge mentale tout à l'heure. Le fait d'avoir un trombinoscope sous forme de carte et non, eh bien, ça permet justement de se mémoriser un peu tout. Parce que vous connaissez peut-être tous le syndrome de, tu sais, au début de la partie, je vais décrire mon personnage. Et en fait, au bout de 5 minutes, tout le monde a oublié à quoi ressemble ton personnage. Hein. Ouais. C'est clair et net. Je vois sa tête blonde, mais non, je suis brun. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, moi, généralement, je vois la tête des joueuses, en fait. Tu vois, j'ai du mal. C'est vrai ce que tu dis. Hein. Ouais. Et donc, du coup, il n'y a que dans les jeux où tu incarnes des animaux anthropomorphiques, oui. Là, ça marche. Et faites du cosplay. Voilà. Et donc, le fait comme ça d'avoir devant soi la carte pour son personnage, d'avoir les PNJ aussi, ça va vraiment avoir un aspect de vraiment d'espace imaginaire partagé, de mémorisation, voilà, des personnes ou des situations. Là, j'ai montré des portraits, mais ça, on peut imaginer du coup avoir des micro-plans. Moi, je rêverais, tu vois, l'équivalent d'un jeu où tu as des cartes où tu as des micro-plans, quoi. Et puis du coup, tu vas créer ton monde comme ça avec des micro-plans que tu vas assembler et tout, que tu vas partager. Enfin, il y a beaucoup. Ceci dit, par exemple des maps, il y a tout un tas de jeux qui le font, quoi. Mais par exemple, vous avez il y a les maps de Cat Vallon sont très intéressantes dans le sens où c'est des plateaux qu'on va pouvoir assembler comme on veut, qu'on va pouvoir se partager, alors que tu as des trucs de map où où tu as les cartes reliées en spirale, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, Cat Vallon, super. Voilà. Et tous ça, les c'est rôlistes vraiment se sont achetés alors que personne n'a Bon. joué à Cat Vallon, mais Ah ouais, mais parce il faut, ça qu'elles sont c'est terribles. un banger, quoi. Et il y Ouais. a un nouveau, comment il y a une édition d'un truc de cartes qui est vraiment très bien, mais la différence par rapport à Cadon, c'est que les cartes sont reliées sous forme d'un carnet à spirale. Et Ah oui. du coup, on perd ce côté partage. C'est pour ça à quel point le format est méga important et que il faut que ça soit fait par des gens qui ont le jeu en tête, quoi. C'est-à-dire que c'est bien d'être un artiste, mais il faut aussi avoir l'esprit ludique aussi en même temps, quoi. Alors, tu parlais de cartes, il y a Monsieur Lassas qui parle d'un jeu effectivement auquel on avait joué, Fall of Magic, qui est un jeu, c'est une carte en tissu qui se déroule. Et en fait, tu progresses sur la carte au fur et à mesure. Et alors, dans mes souvenirs, c'est tu te déplaces et tout le monde joue la scène et on passe d'un lieu à un autre et la carte se déroule au fur et à mesure. Après, c'est fixe. C'est une carte fixe, c'est une histoire entre guillemets fixe parce que tu peux la rejouer. Et c'est pareil, il y avait pareil dans Macadabre où tu as vraiment une zone que tu peux rejouer indéfiniment jusqu'à vraiment découvrir tous les secrets. Et
quand tu parles d'objets ludiques et de créer quelque chose, le problème, c'est qu'on en revient à cette limite de le JDR n'est pas du jeu vidéo. On peut pas s'amuser à coder, à moins d'avoir un budget illimité et 3 millions d'illustrateurs pour faire toutes les cartes du monde. Je pense qu'il faut beaucoup compter sur la communauté. Parce que tu as des sites ou des forums où tu as des gars qui crachent de la carte à plus savoir quoi en faire. Et pas parce que les éditeurs n'en veulent pas, mais parce que clairement, on n'a pas les moyens de demander. Parce que moi aussi, j'aimerais bien cartographier, et je pense que Jeff Fisher adorerait cartographier au millimètre près l'univers de Gloranta pour que tout le monde puisse jouer dedans. Mais je vois Stéphane qui est d'accord avec ça. Mais Et puis ça coûte tellement cher les cartographes, en vrai. nous, on a appris en interne, comme ça c'est réglé. Ah voilà, au moins. Tu fais, t'as besoin d'une carte, tac, c'est réglé. Mais oui. C'est une skill. On en revient à ça, on en revient au nerf de la guerre, le Mm. budget, l'équipe, l'envie, le public. Des fois aussi, tu as des intentions artistiques démesurées. Et en fait, ça ne prend pas du tout. La communauté trouve que c'est trop ou c'est inutile. Tout à l'heure, je parlais du fait que des fois, les auteurs sont galvanisés, les directeurs artistiques aussi. Hein. Aussi, oui. Moi, j'ai fait des conneries par le passé. J'ai eu des délires où je me suis dit, mais j'aurais dû faire la moitié, ça aurait été très bien. Et j'ai vu des gars faire pareil, partir tellement loin que même l'auteur reconnaît pas son jeu. Donc, c'est compliqué, en fait. Pour répondre réellement à ta question depuis le début, comment ça se passe, la transmission entre un auteur et un illustrateur, la communication, et pour peu que tu sois bon dans ce domaine. Sur la notion de on n'a pas un budget illimité au niveau d'illustration, et effectivement c'est très vrai, et en même temps il y a un travail de design parcimonieux qui peut même permettre de pallier à ça. Par exemple, dans la scène old school, on a souvent le concept que tu peux faire tenir une campagne entière de jeu de rôle dans 7 hexagones. C'est-à-dire que bon là, il y en a peut-être un peu plus de 7 dans l'hexagone dans l'hexagone que je montre. C'est-à-dire que des hexagones bien pensés, généralement un hexagone bien pensé, ça va être 3 points d'intérêt par hexagone. Et puis des petites descriptions textuelles très courtes mais évocatrices. Et en fait, on se rend compte que alors ça laisse beaucoup de part d'impro évidemment pour MJ, mais on se rend compte que si on a bien travaillé sur l'aspect évocateur, on peut effectivement autoriser une campagne entière avec finalement très peu d'hexagones, avec une carte très réduite, mais sur lesquelles on a travaillé le potentiel ludique, quoi. Et ça me fait rêver, j'ai envie de les faire en 3D, ces hexagones. Ouais. Oui. C'est important peut-être d'évoquer aussi, j'espère que c'est pas hors sujet, mais le travail de... Alors, je crois que c'est Guillaume Tavernier, qui est un illustrateur qui dessine des bâtiments en 3 dimensions. Enfin, ils sont dessinés en 2D, en perspective, le terme serait plus précis. Et ce qui est super intéressant dans son travail, c'est qu'au départ, lui, il va dessiner une bâtisse, genre par exemple une cathédrale, et après, il va faire travailler des scénaristes qui vont créer un scénario autour de sa cathédrale, autour de l'environnement qu'il a créé. Alors, il y a d'autres exemples, hein, bien sûr, de jeux qui partent de l'illustration. C'est d'abord l'illustration qui, en elle, a son ferment ludique, son ferment d'aventure, et qu'après, derrière, on va faire travailler des scénaristes, des auteuristes pour mettre ça un petit peu en narration, en jeu et tout, quoi. Donc, c'est intéressant de souligner déjà le potentiel ludique très fort que peuvent avoir certaines illustrations quand elles sont pensées dès le départ pour ça, quoi. T'as Jérôme Huguenin qui fait ça aussi. Ça s'appelle Architecture, je crois, son délire. Il fait des cartes avec des perspectives assez barrées comme ça. Et en fait, il a un Patreon. Tu peux aller acheter ces cartes et en fait, ensuite, tu les utilises pour toi, ton propre JDR. Et là, c'est marrant ce que tu dis sur l'illustrateur. Et ensuite, il y a un scénariste. Je faisais ça avec Philippe Oribos. On avait commencé à expérimenter ça sur les 5 supplices, sur un supplément qu'il avait écrit, où en fait, il savait que j'allais déborder de son descriptif. À l'époque, j'allais trop loin. Et en fait, il préférait me 3-4 mots, me laisser totalement en champ libre. Et ensuite, il réécrivait par rapport à ce que j'ai illustré.
Et je bosse comme ça avec Tricky, là, sur Tricky Stuff, sur Inachevé. Bon, c'est différent, c'est adapté de mes carnets de croquis. Donc, lui, il voit les carnets de croquis et en fonction de ça, je lui dis un petit peu ce que j'avais en tête. Il écrit et parfois, il me dit, ah bah tiens, pour tel endroit, il faudrait ça. Donc, derrière, moi, je pars dans mon délire et il retravaille en fonction. Donc, il y a, ce genre de méthode de travail est beaucoup plus rare. En tout cas, moi, dans mon cercle professionnel, c'est beaucoup plus rare, peut-être parce que je bosse pour une boîte qui a une plus grosse structure. Mais je sais pas, par exemple, comment ça se passe chez Agathe Édition, parce que j'ai travaillé pour vous il y a trop longtemps. Donc, ça a sans doute complètement changé depuis. Mais je sais pas si vous avez ce ping-pong entre artistes ou c'est juste descriptif, illustrateur, retour, finition et on te paye, quoi. Oui, il y a toujours un petit peu de ping-pong, c'est vrai, mais ça dépend énormément de l'artiste, de la gamme. En fait, c'est, on va dire, les échanges avec les illustrateurs et leur implication peut être très variée. Il y a des artistes qui sont sélectionnés plus pour leur capacité de design et d'autres qui sont plus sélectionnés sur la capacité d'exécution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les artistes, donc tous n'ont pas le même skill, que ce soit en termes de style, en termes de thème, de ce qu'ils illustrent, mais aussi en termes de capacité de conception. C'est-à-dire que moi, ma spécialité quand j'étais illustratrice, c'était plus du concept. J'étais beaucoup moins dans l'exécution. Par contre, avec un background de connaissances dans certains domaines, certains arts, je pouvais comprendre ce que l'auteur avait en tête et faire des concepts. Puis après, éventuellement, ça passait avec d'autres artistes sur la partie exécution, où ils prenaient le concept et ils le remettaient dans une ambiance, etc. Bref. C'est marrant parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé, c'est les méthodes de transmission d'un directeur artistique aux illustrateurs, par exemple via le mood board ou le mood board, le concept art, le nuage de mots, etc., etc. Alors ça, c'est très long à expliquer. Enfin, c'est très long. Mais voilà. Oui, mais le truc, et on est arrivé au bout de notre conférence. On est arrivé au bout. Mais oui, par contre. Alors, je suis désolé, mais je vais devoir vous arrêter. Ce que je vous propose, c'est peut-être de faire une suite avant l'année prochaine, mais on en parlera sur les éléments techniques là que tu as abordés à l'instant. Loïc. On va arrêter. Déjà, moi, je vous remercie beaucoup pour la table ronde. C'était très agréable à écouter et à animer. Et comme ça, en plus, c'est pour une bonne cause, c'est vraiment tout bénef pour tout le monde. Là, il y a un actual play qui va pas tarder à commencer. Demain, il y a une table ronde à 10h sur comment transmettre le jeu de rôle en faisant jouer les enfants. Je vous la conseille. Il y a deux autres que vous pouvez retrouver sur le programme. Et je voulais vous parler en particulier de celle qui a lieu à 16h, qui s'appelle Comment jouer avec l'indicible, qui parlera particulièrement de Lovecraft et des auteurs d'horreur. Et on aura un dessinateur qui s'appelle Maxime, son pseudo sur Instagram, c'est Bones. C'est un dessinateur qui est en doctorat de dessin et il a comme mission dans son doctorat de retransmettre 3 nouvelles de Lovecraft en bande dessinée, 3 nouvelles courtes en format court qu'il a commencé, et puis dans 1 an et demi, 2 ans, il s'attaquera à une grande bande dessinée pour une plus grosse nouvelle, et il sera avec nous à 16h demain avec les créateurs des Chantindalos, un petit jeu de rôle sur le Lovecraft, mais qui a l'air très très sympa, et qui sont ultra sympas en plus les créateurs, et Christian Lehmann. Donc la conférence de dimanche 16h, je vous la conseille. Bonne soirée à tous, bon actual play pour la suite. Lionel, tu peux tout.